OK, donc moi je suis Agathe Margulies, je suis médecin oncologue radiothérapeute. Dans des mots plus simples, ça veut dire que je suis interne en médecine. Comme on disait tout à l'heure, l'oncologie, c'est la spécialité qui s'occupe des cancers et moi, en particulier, je m'occupe de la radiothérapie, donc traiter les cancers, par des rayons. Peu importe, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, du système nerveux. D'ailleurs, il manque un petit S. Merci. Donc on va parler du système nerveux. Le polycopier que vous avez devant vous, ça va être la trame du cours. Donc, s'il y a des fois, vous avez l'impression que je passe un peu vite sur quelque chose ou qu'il y a quelque chose dans le poly que je dis pas à l'oral, que j'explique pas, vous hésitez pas, vous levez la main et puis vous me demandez, d'accord? Comme je vous disais au tout début, pour, ceux qui n'étaient pas encore arrivés, le but d'aujourd'hui, c'est pas que vous sachiez tout par cœur en sortant, c'est pas que vous soyez des neurologues en sortant, c'est pas que vous vous mettiez une pression d'enfer pour apprendre ça cet après-midi, d'accord? Le but, c'est de vous donner envie, par des notions, des choses que vous apprendrez en médecine, c'est de vous donner envie, de vous montrer que c'est très intéressant, que c'est, on n'arrête pas de dire que c'est très difficile et cetera, mais malgré tout, c'est pas des équations de maths, hyper compliquées. Enfin, c'est quand on s'y intéresse, quand on a envie d'apprendre et tout ça, c'est des choses qui sont toujours abordables, d'accord? Là, surtout, en plus, vous êtes au lycée, le but, c'est pas, de vous montrer des trucs que vous allez rien comprendre et vous vous direz: «Bah mince, médecine, c'est hyper compliqué, j'arriverai jamais». C'est pas du tout le but, OK? Et donc j'insiste là-dessus, la moindre question, vous me la posez. Vous êtes là pour ça, d'accord? Et vous êtes ici, si vous êtes là, c'est ce qu'on disait un samedi matin, c'est que vous êtes tous intéressés pour faire médecine. Donc il y a pas de question bête. La question que vous vous posez, probablement qu'il y en a 5 autres dans la salle qui se la posent, OK? Il faut oser, mais comme je vous disais, voilà, si vous êtes timide, ben, c'est pas grave, vous me la poserez après, OK? Allez, on y va. Donc ça marche pas. Si? Non. Alors donc, de quoi on va parler? Bah, on va parler un peu de on va introduire, tout notre propos parce que la médecine, c'est, beaucoup de nouveaux mots, donc il faut savoir un peu de quoi on parle. Ensuite, on parlera, des différents acteurs du système nerveux, un peu plus précisément, le système nerveux à la loupe, un peu plus de médecine, pure, on regardera ce que c'est que la neurologie en médecine et on parlera un peu de quelques pathologies et à la fin, je vous ai préparé quelques cas cliniques de médecine. Donc c'est pour vous montrer comment on réfléchit en médecine quand on a un patient devant nous pour se dire: «Tiens, c'est peut-être ça qu'il a ou c'est peut-être ça». Donc normalement, on aura le temps de tout faire. D'abord, quelques mots sur les études médicales. Donc c'est ce que je disais, c'est un nouveau langage. C'est souvent ça qui fait le plus peur en fait, parce que c'est vraiment que des nouveaux mots. C'est des mots qui sont toujours, français. Enfin, c'est pas complètement un néolangage, mais malgré tout, c'est quelque chose avec lequel il faut se familiariser et c'est probablement, je pense, l'intérêt le plus majeur que vous pourrez avoir d'anticiper un peu les études de médecine. C'est de pas être complètement étranger à ce langage quand vous arriverez en première année. Ensuite, un peu plus effrayant, méthodologie et rigueur, bah oui, c'est quand même difficile. C'est pas on va pas vous mentir, c'est des études qui sont, je trouve pas le mot, qui demandent des efforts, qui demandent de l'implication. Si on y va en se disant que on verra ce qui se passe, en général, ça se passe pas, du coup. Donc il faut y aller en sachant dans quoi on s'engage et si vous êtes là, c'est que vous savez dans quoi vous vous engagez. Donc déjà, c'est bien. Et après, j'ai mis épanouissement parce que, bah, c'est pas que difficile, c'est aussi chouette. Parce qu'on apprend plein de choses. Alors bon, au lycée, on s'en fout, on a fait que ça, apprendre plein de choses. Mais vous verrez que plus on vieillit, plus en fait, c'est quand même pas si mal de toujours voir des nouvelles choses, d'apprendre des choses. Parce que arriver à faire tous les jours la même chose, ben, c'est pas hyper épanouissant. Sinon, ben, on prend un travail dans un bureau, dans une usine, et puis on fait tous les jours la même chose. J'ai rien contre les travails de bureau et d'usine, hein, mais moi je préfère voir des choses différentes tous les jours. Donc c'est un métier où on peut s'épanouir, on apprend des nouvelles choses, on voit des gens tous les jours ou pas. Ça c'est pareil, hein, il y a des gens qui sont à l'aise avec les autres, il y a des gens un peu moins. Bah, en médecine, il y en a pour tout le monde. Donc il y a toujours une spécialité où on peut trouver, un épanouissement. Mais ça, on pourra en reparler après si vous voulez. OK, on va commencer un peu plus dans le dur. Donc, la physiologie neurologique. Déjà, un mot physiologie. Est-ce que enfin non, je vais pas vous poser la question parce que vous l'avez sous les yeux, mais du coup, la physiologie, en fait, c'est l'étude du fonctionnement normal du corps. Pour comprendre les maladies, il faut savoir d'abord comment le corps normal fonctionne. Si d'emblée on vous dit alors, l'infarctus, au cœur, c'est ça,
vous direz: «Génial», mais si vous ne savez pas comment le cœur fonctionne normalement, ça ne va pas vous parler. Donc c'est indispensable de connaître le fonctionnement normal du corps. Et donc du coup, la pathologie, c'est quand il y a un problème. Quand il y a un grain de sable dans le rouage de la physiologie normale, eh ben, ça donne une pathologie. On vous met aussi la définition de l'anatomie, donc c'est ce que vous pourrez faire dans le petit atelier, c'est l'étude de la structure, de l'organisation des organes entre eux. Bon, je pense que l'anatomie, ça vous parle un petit peu plus. Alors, le système nerveux, un peu plus précisément, à quoi ça sert? Le système nerveux, ça sert à commander tout ce qui se passe dans notre corps. Des choses plus évidentes comme les mouvements. Là, ma main qui bouge, c'est mon cerveau qui ordonne à ma main de bouger. Ça peut être aussi des processus beaucoup plus inconscients. Je respire, mais je n'ordonne pas, vous ne devez pas toutes les 3 secondes vous dire inspire, expire. Ça aussi, c'est votre système nerveux. Donc, on va en reparler. Donc, en fait, on parle souvent, l'organe le plus noble du corps, c'est le cœur, parce que c'est ce qui nous fait battre, etc. Alors oui, sans cœur, on n'ira pas très loin. Mais alors sans système nerveux non plus. Donc concrètement, c'est ce qui commande tout. Donc c'est très important de connaître, de savoir comment ça fonctionne. Il y a plusieurs acteurs dans le système nerveux. Il y a le système nerveux central, SNC, et le système nerveux périphérique, SNP. Le système nerveux central, on va vous le redétailler après, c'est ce qui permet d'intégrer et de processer l'information. Il est composé de l'encéphale. Encéphale, c'est un mot un peu savant pour dire cerveau. Vous verrez qu'en médecine, on aime bien un peu frimer, on utilise des mots un peu savants pour dire des choses basiques. Donc cerveau, encéphale, c'est pareil. Et la moelle épinière. Est-ce que quelqu'un sait où est la moelle épinière? Tout au fond là-bas, en rouge. Ouais, exactement. Donc tu vois, là, tu as montré le cou, mais en fait, elle descend tout le long du dos. Vous sentez quand vous touchez le dos, il y a des petites pointes là, il y a des trucs qui ressortent en plein milieu du dos. Ça, c'est votre colonne vertébrale. Et en plein milieu de la colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. D'accord? À pas confondre, des fois on entend aussi parler de moelle osseuse. C'est pas la même chose. Je vous dis juste comme ça, la moelle osseuse, c'est à l'intérieur des os, c'est ce qui fabrique les globules rouges, les globules blancs. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est à pas confondre moelle épinière, moelle osseuse. On parlera plus de moelle osseuse aujourd'hui. Donc ça, système nerveux central. Ensuite, système nerveux périphérique, c'est ce qui permet de transmettre des informations. Donc que ce soit de transmettre des informations du système nerveux central vers la périphérie, ou l'inverse, de la périphérie vers le système nerveux central. Et donc c'est composé des nerfs et des ganglions nerveux. Les ganglions, vous prenez pas trop la tête avec ça, voilà. Il y a des ganglions nerveux, ça existe et puis c'est tout. Ok? Donc, on commence avec le système nerveux central. Donc, on commence avec le premier composant de ce système nerveux central, c'est donc le cerveau. Ça, c'est peut-être des choses que vous savez déjà ou vous avez déjà vu à la télé. Le cerveau, c'est 2 hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Dans chaque hémisphère, on a 5 lobes. Donc là, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est comme si on regardait mon cerveau comme ça. J'ai la tête tournée, on voit mon cerveau. La petite flèche tout en haut, antérieure, ça veut dire vers l'avant. Postérieure, ça veut dire vers l'arrière. Ça encore, vous voyez, c'est des nouveaux mots. C'est pas non plus, voilà, c'est pas de la physique quantique, mais c'est des mots qu'il faut connaître. Donc antérieur, c'est vers l'avant, postérieur, c'est vers l'arrière. Donc ça, ici, c'est l'avant du cerveau. Donc, il y a 5 lobes. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous dire, c'est, je vous dis, il y a 2 hémisphères, il y a une histoire de dominance hémisphérique. Est-ce que quelqu'un a une idée, ou en lisant un peu le poly, voilà, de voir ce que c'est? Pour vous, la dominance hémisphérique, est-ce que ça vous parle? Ou ça peut ne pas vous parler, ou vas-y. Ouais, c'est ça. C'est que, alors, c'est pas forcément plus que l'autre, mais qu'en tous les cas, nos 2 cerveaux ils sont pas fichus pareil. Le cerveau gauche et le cerveau droit, ils ont tous les 2 des fonctions différentes et on peut effectivement quand même dire ça comme ça. Un gaucher, il aura un cerveau, le plus dominant, ce sera lequel? Le droit. Ouais, c'est inversé. Souvent dans le cerveau, tout est inversé. Ça, ce sera encore un autre problème, on en reparlera après. Et donc pour les droitiers, hémisphère gauche qui est dominant. C'est un petit peu vulgarisé parce que dans la réalité, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a quand même cette histoire de dominance hémisphérique. Donc on repart sur chaque hémisphère qui sont divisés en 5 lobes.
On a le lobe frontal, qui est donc vers l'avant en orange, le lobe pariétal qui est en arrière en violet, le lobe temporal qui est en dessous, c'est un espèce de vert clair, le lobe occipital qui est tout à l'arrière, et on a un 5e lobe qui est vraiment à l'intérieur. Vous voyez sur la représentation, il y a 2 petits écarteurs comme ça, 2 petits machins en métal. Ça, c'est pour vous faire comprendre que là, on ouvre le cerveau et que le lobe insulaire, il est plus à l'intérieur, vraiment au centre du crâne. À quoi sert chaque lobe? Le lobe frontal, c'est pour toute la partie, entre autres, motrice. Là, moi, ma main qui bouge, vous touchez le visage, machin, ça c'est le lobe frontal qui ordonne à tout votre corps de bouger. Le lobe frontal, il s'occupe aussi pas mal du comportement. Donc si ici, on n'avait pas de lobe frontal, par rapport à notre comportement, on ferait tous n'importe quoi. On serait complètement désinhibé, le cours se passerait probablement moins calmement. Donc c'est important d'avoir un lobe frontal qui fonctionne. Le lobe pariétal à l'arrière, c'est ce qui va s'occuper de toutes les sensations sensitives. Donc là, moi, je me touche le bras. Qu'est-ce qui me permet de comprendre que, déjà, j'ai ma propre main qui touche, mais par exemple, si je fais ça, qu'est-ce qui me permet de savoir que c'est cette partie-là de mon corps qu'on touche? C'est mon lobe pariétal. OK? À l'arrière, le lobe occipital, c'est tout ce qui est la vision. C'est grâce à notre lobe occipital qu'on voit et qu'on comprend ce qu'on voit. Parce qu'il ne suffit pas de juste recevoir l'information visuelle, il faut l'analyser. Il faut que le cerveau il puisse dire ok, donc là tu vois une fenêtre, donc ça veut dire que tu peux pas y aller, etc. Vous voyez, il faut que le cerveau il intègre quand même ce qui se passe. Le lobe temporal qui est en dessous, c'est notamment les centres de la mémoire. C'est un circuit qui est très compliqué, mais ça se passe dans le lobe temporal. Ça gère aussi les émotions. Donc quelqu'un qui a plus de lobe temporal, déjà il a aucune mémoire et c'est un sociopathe. Donc c'est un petit peu important quand même. Et enfin, le lobe insulaire, celui qui est plus profond, c'est un lobe qui est un petit peu moins bien connu, qui gère les fonctions limbiques. Les fonctions limbiques, ça veut dire quoi? C'est aussi les histoires de mémoire, si vous voulez. C'est des histoires de mémoire, d'émotion. Ça rejoint un petit peu le lobe temporal, mais c'est moins bien connu. D'accord? Ouais. Juste dans le lobe pariétal, il y a marqué qu'il n'y a pas les sens de l'odorat, l'ouïe et la vision. Mais du coup, il se situe où exactement dans le lobe? Il se situe plus central dans le cerveau. On va en parler après. C'est une autre partie du système nerveux central, justement, pas du cerveau. Mais ils disent dans le lobe occipital qu'il y a la vue. Et du coup, Ouais, c'est le seul sens qui est pris dans le ouais. cerveau. Oui, si tu veux. Après, il faut quand même garder en tête que cette division-là, c'est des choses qui ont été définies il y a 150 ans. Après, c'est toujours vrai, mais en fait, dans la réalité, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, et on va en parler après. Dans le cerveau, tout est relié entre eux. Donc, c'est pas si la zone là, c'est ça, la zone là, c'est ça. En fait, tout est un peu relié, donc c'est difficile de dire, il n'y a que à cet endroit-là qu'on fait ça. Il y a justement, la beauté de cet organe, c'est que tout est intriqué, tout est relié. Donc souvent, si tu as une zone qui marche pas bien, ça va en impliquer d'autres. Donc, mais effectivement, la vue dans le cerveau, c'est que dans le lobe occipital. Ok? Donc, justement, la suite, c'est ce que je vous dis. Chacun des hémisphères, donc là, c'est orange, violet, vert. En fait, on appelle ça, la surface du cerveau, la substance grise. On va en parler après, c'est un type de tissu particulier. Au centre du cerveau, on appelle ça la substance blanche. C'est ce que je vous disais, c'est toutes les fibres qui relient les parties du cerveau entre elles. Donc en fait, l'extérieur du cerveau, c'est un peu là les centres qu'on pourrait imaginer plus importants. En fait, c'est pas vraiment plus important, mais c'est là où il y a la partie qui ordonne à ma main de bouger, la partie qui dit que là, mon avant-bras, on est en train de le toucher. C'est sur l'extérieur du cerveau. À l'intérieur du cerveau, c'est plein, 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 plein de fibres qui relient tout ça entre eux. OK? Donc substance grise, le cortex cérébral, et à l'intérieur, c'est la substance blanche. Et quand on fait une IRM cérébrale, on appelle ça substance grise parce que c'est gris, et la substance blanche parce que c'est blanc. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc le cortex, il est parcouru par des gyrus. Alors en fait, c'est un gyrus, des gyri, mais c'est plus joli de dire des gyrus. C'est tous les petits replis là que vous voyez. C'est pas pour faire joli, pour rendre un peu plus visuel le cerveau. Ça a vraiment, enfin, j'ai jamais vu de vrai cerveau, mais
ça a vraiment cette tête-là, c'est plein de circonvolutions comme ça s'appelle des gyrus. Ça a son importance parce que au sein donc, de chaque lobe, il y a des gyrus, des gyri différents qui ont des fonctions différentes. Donc c'est pas là pour rien, c'est zones anatomiques différentes. Ok. Donc dans le poli, on vous parle, enfin je vous parle du sillon central. Donc le sillon central, c'est ça, c'est entre le rouge et le bleu. Ça sépare cette partie-là, le gyrus précentral. Pré, c'est devant. Central, sillon central. Gyrus précentral, gyrus devant le sillon central. À l'arrière, gyrus post-central. Post, derrière, donc gyrus post-central. Vous voyez, c'est tout ce que je vous disais sur le langage en médecine. Ça paraît compliqué, mais quand on découpe comme ça les mots, en fait, ça a du sens. Il y a des exceptions, des fois il y a des mots, on ne sait pas d'où ils les sortent, mais la plupart du temps, ça a du sens. Ok. Donc à quoi ça sert? Le gyrus précentral, donc devant, dans le lobe frontal, c'est ce que je vous disais, c'est les mouvements volontaires. Juste derrière, et ce qui est assez bien fichu, c'est qu'en fait c'est en miroir pour les sensations. Donc en miroir, par exemple, ici c'est, on va dire, la zone de la sensation, des mouvements de la main. Et bien en miroir derrière, c'est les sensations de la main. Ok? C'est quand même un peu systématisé, c'est quand même plutôt bien fichu. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça vous paraît infaisable? Est-ce que ça vous paraît compréhensible? Levez la main pour compréhensible. C'est bien. Vous parlez pas, mais vous levez la main, c'est pas mal. Ok, deuxième composant du système nerveux central, c'est le cervelet. Le cervelet, c'est pas le cerveau, c'est un organe différent. Il est juste en dessous du cerveau. Là, c'est un petit peu un petit, mais vous voyez ici, c'est le cerveau que je vous ai montré avant. Et bien, le cervelet, il est juste en dessous. Enfin, c'est le truc bleu, en fait. Juste là. OK? Pas cette partie-là. C'est ça, le cervelet. Ça, c'est une autre partie encore du cerveau. D'accord? Le cervelet, lui aussi, il a deux hémisphères. Un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Là, il n'y a plus d'histoire de dominance hémisphérique. Droitier-gaucher, c'est pas important pour le cervelet. OK? Le cervelet, il a un rôle particulier que le cerveau n'assure pas en lui-même, c'est l'équilibre et la coordination des mouvements. Est-ce que là, il y aurait un exemple qui vous vient en tête d'un moment, ou plusieurs moments dans notre vie, où notre équilibre ou la coordination des mouvements, elle est plus assurée? Ouais. Alors par exemple, quand on a des soucis aux oreilles, moi l'exemple que je voulais vous donner, c'est pas une maladie. Enfin, ça peut devenir une maladie, mais en général, c'est pas une maladie. Ouais. Quand on a trop bu, exactement. Voilà, une petite illustration. Quand on a trop bu, une des atteintes, c'est au niveau de notre cervelet. C'est pour ça qu'on marche pas droit. C'est pour ça que on essaye d'attraper notre verre, c'est pas toujours une réussite. Vous n'avez peut-être probablement pas le droit de boire de l'alcool, donc tout ça, ce sont des vues de l'esprit pour vous, bien sûr, on est d'accord. Mais un jour, quand vous serez grand, quand vous célébrerez l'obtention de votre première année de médecine, et vous allez peut-être boire, peut-être plus que de raison. Vous marcherez pas droit et puis vous penserez à moi, vous vous direz ah là c'est mon cervelet qui est pas, il est pas comme d'habitude. Ouais. Est-ce que ça a un lien avec l'information du liquide qu'on a à l'intérieur de nos oreilles? Non, c'est autre chose. Ok. Alors effectivement, c'est ce que tu disais, parfois on peut avoir des problèmes d'oreille interne et ça cause des vertiges, ça cause des problèmes d'équilibre et de coordination. C'est deux causes séparées. Le symptôme c'est le même, c'est tu marches pas droit ou tu as un peu des vertiges, t'es pas coordonné, mais la cause elle est différente. D'accord? Ok, donc le cervelet, on en a parlé. Et enfin, la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, c'est ce qu'on disait, elle est logée au milieu de la colonne vertébrale. Elle s'arrête à peu près par là, on va dire. Donc, le milieu bas du dos. D'accord? Elle est constituée des neurones qui vont du cerveau vers l'extérieur, vers la périphérie de votre corps, et aussi des neurones qui vont de la périphérie de votre corps vers le cerveau. Ok? Donc, ça assure la transmission des commandes nerveuses de l'encéphale. Donc, oui, donc c'est ça. Il y a aussi, et donc ça c'est la petite fiche que vous avez, on en reparlera après, cette histoire de réflexe. Vous êtes tous, j'espère, déjà allés chez un médecin qui vous a fait les réflexes. Est-ce que ça vous parle, ça?
Ouais, c'est un petit marteau qu'on tape à certains endroits du corps et ça crée une contraction involontaire, ça fait un mouvement involontaire. Cette histoire de réflexe, ça se passe dans la moelle épinière, ça passe pas par le cerveau. C'est pour vous dire qu'en fait, tout n'est pas obligé de passer par le cerveau. Il y a des processus qui sont involontaires. L'information nerveuse, elle va jusqu'à la moelle et puis elle repart. Mais c'est pas un processus que vous pouvez contrôler. Vous pouvez pas empêcher le réflexe, ça passe pas par le cerveau. Ok? De toute façon, on va en reparler après, c'était juste pour vous introduire un peu la notion. Est-ce que sur le système nerveux central, ça va pour l'instant? Ouais. J'ai une question. Là, il n'y a pas l'histoire de matière grise et matière blanche. Alors, il y a aussi une histoire de matière grise et matière blanche dans le cervelet et dans la moelle épinière aussi. C'est partout. Il y a des... Oui, voilà. On ne va pas faire plus compliqué, c'est partout. Merci. Donc, on a parlé du central. On va parler du système nerveux périphérique qui est tout aussi important. Il n'y a pas de... Dans le système nerveux, il n'y a pas de... On ne peut pas se passer d'un composant du système nerveux. C'est tout qui fonctionne en même temps. Enfin, en plus, ensemble qu'en même temps. Donc, le système nerveux périphérique, le premier composant, c'est les nerfs. Les nerfs, ce sont des regroupements d'axones neuronaux. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. J'essaie de ne pas vous gâcher la vue. Un axone, c'est donc cette petite fibre comme ça. Et là, en fait, vous voyez, c'est ce genre de coupe un peu... on appelle ça une coupe histologique. Histologique, ça veut dire... en fait, ça vient de histose, c'est le tissu. Donc histologique, c'est on étudie le tissu. Vous voyez que là, il y a une fibre, un axone. Si on fait un dézoom, on voit qu'en fait, c'est plein d'axones qui sont regroupés dans quelque chose qui s'appelle la périnèvre, peu importe, ça forme un fascicule. Et à l'intérieur d'un nerf, vous voyez qu'il y a plusieurs fascicules. En fait, c'est, selon le sens dans lequel on prend, en fait, c'est un zoom. On prend un nerf, on regarde à l'intérieur d'un fascicule, et puis on regarde à l'intérieur et on voit que c'est des axones. Ok ? Encore une fois, c'est plein de mots, nouveaux. Le but, c'est pas que en sortant, vous sachiez que alors la périnèvre, c'est plus petit que l'endonèvre, que l'épinèvre. Non, c'est pas ça le but aujourd'hui. C'est que vous sachiez, par exemple, qu'un nerf, c'est des axones. C'est déjà pas mal du tout. Ok ? Donc les nerfs, ils permettent de transmettre l'influx nerveux. Je vais le dire beaucoup, mais je trouve que c'est important. Ça transmet dans les deux sens. Ça transmet vers la périphérie, mais aussi vers le cerveau. Donc il y a trois types de nerfs. Il y a les nerfs moteurs. Le nerf moteur, il part du cerveau, le lobe frontal, on a dit, là où il y a le contrôle des mouvements, et ça va jusqu'à l'extérieur pour actionner le muscle de mon doigt et que je puisse faire ça. C'est le nerf qui donne l'information au muscle pour que je puisse faire ça avec mon doigt, ou ça, ou n'importe quel mouvement que vous voulez. Ok ? Il y a aussi des nerfs qui sont sensitifs. Quand je fais ça là avec mon avant-bras, ici, il y a des récepteurs sensitifs qui transmettent l'information à un nerf, et le nerf, il remonte, il passe par la moelle épinière, et après, ça remonte encore dans le cerveau. Ça se fait en une fraction de seconde, parce que moi, j'ai pas de délai. C'est pas une seconde après que je sens qu'il s'est passé quelque chose. Mais immédiatement, l'information, tac, 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 elle remonte, elle passe par la moelle, et ça va à mon cerveau, qui est capable de me faire comprendre qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Ok ? Et il y a des nerfs qui sont mixtes, où en fait, il y a des fibres qui sont motrices qui descendent, et des fibres sensitives qui remontent. C'est pas plus compliqué. Ouais. Si j'ai bien compris, quand c'est reçu dans le cerveau, c'est dans les deux gyrus qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour des informations motrices et sensitives, oui. Mais comme je te disais, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, et ça passe par d'autres endroits selon l'information. Par exemple, là, je touche, c'est pas douloureux, c'est pas une information qui est douloureuse. Mais si c'est quelqu'un qui vient me pincer, le récepteur, c'est pas un récepteur, c'est pas le même récepteur quand on parle de douleur. Ça va passer par un circuit différent et ça va toucher des zones du cerveau différentes. Mais effectivement, ça va dans... C'était où? C'était là. C'est cette zone-là de mon cerveau qui dit à ma main de bouger, et c'est cette zone-là de mon cerveau qui dit qu'on touche ma main. Ok ? Donc, on a dit qu'il y avait trois types de nerfs. Alors, j'essaye de ne pas trop m'éloigner du poly parce que parfois je raconte un peu des choses sans rapport. Donc, là, vous voyez, c'est écrit nerf spinal. À votre avis,
Le mot spinal, ça fait référence à quelle partie du corps? Ouais. Exactement, la colonne vertébrale. Encore un mot qui fait un peu savant, spinal, on ne sait pas ce que c'est les nerfs qui sortent de la colonne. En fait, quand vous sentez vos vertèbres, il y a plusieurs composants. Vous sentez des petites boules, des petites boules, des petites boules. Chaque petite boule, c'est une vertèbre, en gros. Entre chaque vertèbre, il y a une paire de nerfs spinaux qui sort. Une paire parce qu'il y en a un à gauche et un à droite. Et donc, à chaque niveau vertébral, il y a des nerfs qui sortent et qui vont innerver des parties différentes du corps. On en reparlera après, mais c'est bien que vous compreniez ça, c'est que donc il y a 31 paires de nerfs spinaux qui, depuis tout le haut de la colonne, qui sortent, tac, 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 et c'est ça qui permet d'innerver tout le corps. Ok? Alors, troisième composant du système nerveux, c'est celui qu'on oublie toujours un peu, on n'y pense pas, mais il existe, et heureusement qu'il existe, c'est le système nerveux autonome. C'est tout ce qui est réaction involontaire au sein du corps. Donc essayez de ne pas trop regarder, on va même cacher ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, ça commande quel genre de commande? Qu'est-ce que ça fait le système nerveux autonome? Attends, j'essaye d'interroger quelqu'un que j'ai pas entendu. Toi, je t'ai pas trop entendu. Respirer. Ouais, respirer. Toi, tu voulais dire quoi? Bah, écouter, sentir des choses qu'on n'a pas senties, le goût et tout ça, non? Alors ça, c'est encore autre chose. On en parlera après. Ça aurait pu, mais pour le coup, c'est pas là. Ouais. Digestion. Ouais, exactement. La digestion, c'était ce que tu voulais dire peut-être, au fond. Battre le cœur. Battre le cœur, ouais. C'était peut-être ce que tu voulais dire. Si je voulais dire au niveau des organes. Ouais, exactement. Donc, ouais, dis-moi. Marcher. Alors, marcher, oui. En un sens, oui. Marcher aussi. C'est vrai qu'on marche. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça rentre quand même dedans. Ouais. Cligner les yeux. Ouais, cligner des yeux. Bon, je pense que vous avez bien compris le principe. C'est toutes les choses auxquelles on pense pas. C'est ce qu'on disait. Si on doit penser à faire battre notre cœur, là, ça va être plus contraignant pour vivre notre vie normalement. Donc, heureusement, on a un système nerveux qui fait tout ça pour nous. Il y a deux catégories dans ce système nerveux autonome qui ont des noms assez... enfin, moi, je trouvais ça assez marrant, mais j'ai peut-être un humour particulier. Système sympathique, système parasympathique. C'est deux réactions opposées. Le système sympathique, c'est par exemple ce qui va intervenir en cas de réaction de stress, par exemple. Si vous êtes dans la rue et que, je sais pas, vous voyez... Enfin, j'ai pas d'exemple, mais que on essaye de vous voler votre sac, je vous le souhaite pas évidemment, et ben, votre cœur, il va battre d'un coup plus vite et vous allez courir sans même vous en rendre compte. Vos pupilles, elles vont alors je me rappelle jamais c'est dans quel sens, mais pour moi, c'est vos pupilles, elles vont se dilater, oui, je disais pas de bêtises. C'est toutes les il y a aussi une histoire d'hormones, ça va sécréter les hormones du stress. Tout ça, c'est le système nerveux autonome qui s'en charge. Ça déclenche tout seul, c'est pas vous qui faites battre plus vite votre cœur. Même sans cette histoire de courir, s'il se passe un événement stressant pour vous, votre cœur il bat plus vite. Bah ça, c'est votre système nerveux sympathique, ok? Au contraire, le système nerveux parasympathique, c'est tranquille, c'est la digestion, c'est qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Bon, sécrétion de la bile par le foie, on s'en fout un peu. C'est voilà, ralentissement de la fréquence cardiaque, c'est voilà, c'est chill, c'est tranquille le parasympathique. Donc c'est vraiment deux opposés de ce système nerveux et l'un souvent régule l'autre quand même. Là, on est dans une situation normale. Peut-être que vous étiez stressé en arrivant, mais vous voyez que ça se passe bien, bah, ça va mieux. Donc le système parasympathique, il prend un peu plus le relais. Vous allez manger un croissant il est quelle heure? Dans un quart d'heure, vous allez manger un croissant. Bon, bah là, ça va être plus difficile d'écouter. C'est votre système parasympathique. Ça, on digère, on est tranquille. Enfin, ça va être plus compliqué. Tout ça, c'est votre système nerveux qui régule. Ok. Est-ce qu'on n'a pas parlé de quelque chose? Non, c'est tout bon. Maintenant, le système nerveux à la loupe. À la loupe en médecine, ça veut dire au microscope. Donc ça, pendant les études de médecine, en tout cas en France, on n'a pas énormément de cours là-dessus. Par contre, après, c'est une spécialité, il y a des médecins dont c'est la spécialité d'étudier les organes, les tissus au microscope. Mais pendant les études, on n'est pas des grands spécialistes du microscope. Donc par exemple, si c'est des choses qui vous intéressent, il ne faut pas vous inquiéter pendant les études parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Après, ça peut être un métier.
Même si j'imagine que là, vous vous dites pas mon rêve est d'étudier les tissus au microscope. Ou peut-être, mais voilà. Donc, premier composant du système nerveux, c'est ce qu'on appelle les cellules gliales. C'est 90% des cellules du système nerveux. Selon l'endroit où elles sont situées, elles ont un nom différent et elles ont un rôle différent. Donc en fait, c'est toujours, en médecine, c'est beaucoup une grande catégorie, et au sein de cette grande catégorie, on a d'autres catégories qui ont un rôle particulier, mais qui ont des caractéristiques communes. Enfin ça, c'est, voilà, je vous apprends rien, c'est des choses qu'on apprend aussi au lycée, ça fonctionne toujours un peu comme ça. Le premier type, c'est oligodendrocytes ou cellules de Schwann. C'est la même cellule, mais selon qu'elle soit située dans le système nerveux central ou périphérique, elle s'appelle différemment. Oligodendrocytes, mais ça c'est écrit dans votre polyséance centrale, et les cellules de Schwann, c'est périphérique. C'est ce qui permet, ça c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, de former la gaine de myéline autour des nerfs. C'est ce qui permet de protéger les nerfs. On a les épendymocytes, c'est des cellules qui tapissent la boîte crânienne et qui ont des petits cils et qui permettent de faire circuler le liquide qu'il y a autour du cerveau. Un petit aparté sur ce liquide. Déjà, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce liquide? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà appris? Je vois des oui, je vois des non. Je t'ai vu dire oui, non. Non? Ah, alors comment ça s'appelle? Tu sais plus? C'est un truc, je crois que ça commence par L. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est liquide cérébrospinal ou cérébro-rachidien. Encore une fois, ça paraît compliqué. En fait, cérébro-rachidien, parce que c'est dans le cerveau et dans la colonne. Un liquide qu'il y a dans le cerveau et dans la colonne. Mais ça fait chic de dire liquide cérébro-rachidien, LCR. Et donc, c'est un liquide qui est tout autour du système nerveux central, donc au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de la colonne. Et par exemple, peut-être vous avez déjà vu à la télé quand on fait une ponction lombaire. On fait une ponction lombaire, c'est quoi? On fait pencher quelqu'un, on lui insère une aiguille à un niveau particulier de la colonne et il y a un petit liquide qui sort. Ben, en fait, c'est du liquide cérébro-rachidien. C'est le liquide qui permet d'entourer le cerveau et la colonne. Et ce liquide, il faut qu'il puisse circuler, parce que vous verrez qu'en médecine, il n'y a rien qui est jamais immobile, tout est toujours en mouvement, tout fonctionne toujours. Et bien ce liquide, il faut qu'il circule, c'est grâce aux épendymocytes notamment. Il y a des petits cils, et les petits cils, ça fait le mouvement du liquide. Ok? Troisième type, c'est la microglie. En fait, c'est des phagocytes qui ont un rôle immunitaire. Peut-être que phagocytes, vous savez ce que c'est. Je ne sais plus exactement à quel moment du lycée on apprend ça. C'est des cellules qui permettent de, grosso modo, manger les déchets de l'organisme. Quand il y a une cellule qui meurt, bah, c'est le phagocyte, c'est une cellule particulière qui va manger les déchets de l'organisme. Et enfin, la dernière cellule, c'est l'astrocyte. L'astrocyte, c'est ceux qu'on voit là, qui sont en rouge, qui ont cette forme d'étoile. C'est le tissu de soutien des neurones, si vous voulez. Donc, vous entendrez peut-être ça, la nature a horreur du vide. Dans le corps, il n'y a pas de vide. Quand on enlève bon, c'est un peu vulgarisé, mais quand on enlève un organe, eh ben, il n'y aura pas de trou à cet endroit-là. Si on vous enlève une partie de votre système digestif, le reste va prendre la place autour, ça va se remettre. La nature a horreur du vide, il n'y a pas de vide dans le corps. Et donc, entre les neurones, eh ben, il y a ces cellules-là qui sont des astrocytes qui font tenir tout ensemble. Alors, ils ont plein d'autres rôles, mais ça fait tenir tout ensemble. Ouais. Pour pas être vulgaire, mais est-ce que ce qu'on voit ici, les astrocytes, on les voit dans les films généralement, non? Dans quel contexte dans un film? Quand ils font in vitro à l'intérieur du cerveau, et des fois ils montrent les neurones, est-ce que c'est ça réellement Alors, c'est probablement ça aussi que tu vois. Après, dans les films, Ouais. généralement, quand tu fais tes études de médecine, après tu frimes un peu, tu regardes la série avec tes parents, tu dis n'importe quoi. Donc c'est pas, je pourrais pas te dire avec certitude, mais en général, des fois ils montrent n'importe quoi. Enfin, ils pourraient tout aussi bien montrer un foie, personne n'y connaît rien, on dit oh waouh le cerveau incroyable, mais souvent c'est pas ça. Donc là je peux pas te dire oui ou non. Un truc important avec les astrocytes, c'est qu'ils forment ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Encore un mot avec des tirets qui fait 56 lettres. Barrière, bon bah barrière, vous savez ce que c'est. Hémato, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence? Le sang. Encéphalique, on a vu, cerveau-encéphale. C'est la barrière entre le système sanguin et l'encéphale. C'est très important qu'il y ait cette barrière parce qu'il y a beaucoup de substances qui circulent naturellement dans notre sang,
dans tout le reste de notre corps, mais qui sont très toxiques pour le cerveau. Le cerveau ne peut pas recevoir le même sang que le reste de notre corps reçoit. Donc cette barrière-là, elle est très importante pour empêcher qu'on intoxique notre cerveau et qu'on ait des problèmes assez importants. Ouais. Quelle partie du sang est toxique pour le cerveau? Et ben par exemple, c'est ce que j'avais écrit là, le CO2. Le CO2, alors quand on respire de l'oxygène, O2. Quand on expire du CO2. Cet échange-là, il se fait au niveau des poumons. En fait, donc dans l'air, il y a de l'oxygène, on l'inspire et l'oxygène, au niveau d'une partie tout au bout de notre poumon, il y a un échange qui se fait. Il y a l'oxygène qui rentre et le CO2 qui ressort. Le CO2, c'est un déchet de l'organisme, si tu veux. C'est produit par plein de mécanismes dans l'organisme. Mais si on en a trop, c'est toxique. Si on n'en a pas assez, c'est toxique aussi. C'est très finement régulé. Et ça se régule notamment par la respiration. Donc l'oxygène qui rentre, CO2 c'est dioxyde de carbone, ça ressort. On a donc, comme je vous disais, du CO2 naturellement dans notre système sanguin, c'est très important qu'on en ait, mais s'il y en avait qui passaient, alors je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il y en a un peu qui passe ou pas du tout, ça je ne pourrais pas vous le dire, je ne le sais pas, mais s'il y en a autant dans notre sang, dans tout le corps, s'il y a la même quantité qu'on a dans le sang, dans tout le corps qui passe dans le cerveau, là ça va pas bien se passer, là ça cause des problèmes. D'accord, j'ai répondu à ta question? Ouais, dis-moi. Est-ce que c'est pour ça que quand on portait des masques, on disait que c'était un peu dangereux parce qu'on Alors, respirait le sol? pour moi, c'est pas dangereux de porter un masque parce que le masque, les petits trous, on voit pas à l'œil nu, mais il y a quand même tout plein de petits trous qui sont là pour filtrer. En fait, ils sont pas assez petits pour ne pas laisser passer le CO2 qui ressort. C'est assez petit pour pas laisser passer les gouttelettes. Quand on parle, alors il y en a qui ont des gouttelettes plus importantes, on appelle ça des postillons. Sinon, on a tous, quand on parle, là, moi, il y a plein de gouttelettes qui partent. Donc si moi, là, j'ai la grippe, je vous assure, j'ai pas la grippe, c'est comme ça qu'on contamine les gens. Là, il y a des gouttelettes, ça va sur l'ordi, ensuite on touche l'ordi, on se remet la main à la bouche, c'est par ce mécanisme-là. Le masque, il est là pour empêcher ces gouttelettes-là de passer. Mais le CO2, c'est trop petit pour que ça reste devant ta bouche et que peut-être il y a des masques qui filtrent tellement bien que c'est le cas, hein. Je connais pas tous les masques sur le marché, mais les masques normaux, c'est plus une histoire de d'impression. Moi non plus, je respire pas bien avec un masque, hein, j'aime pas, mais c'est pas à cause du CO2. OK? Oui, tu avais une question? Est-ce que les astrocytes permettent aussi le transfert des nutriments du système sanguin? Oui, ils ont aussi un rôle comme ça. Ils ont aussi un rôle de nourrir un petit peu les autres cellules du système nerveux. Ouais, c'est vrai. Pas de contact entre les deux systèmes nerveux et... Alors là, je ne pourrais pas te dire avec certitude. Je peux pas te répondre. Merci. Pas de souci. On continue. Quelle heure il est? Allez, on continue un petit peu et puis on fait une petite pause. Autre partie qu'on étudie au microscope, ce sont les neurones. Les neurones, c'est composé de plein de cellules différentes. C'est une grande partie et dans les neurones, on a plusieurs types de cellules. Donc déjà, les neurones, ils servent à quoi? Ils servent à transmettre l'information. Dans le cerveau, c'est des neurones qui prennent une information et qui la transmettent vers un autre endroit. C'est ça le rôle et le principe des neurones. Donc, comment c'est fait un neurone? Je vais me mettre ici. On vous parlait l'axone. Ça, on a déjà vu ce mot. L'axone, on a vu, c'était ça qui composait les nerfs. Gaine de myéline, c'est pareil. C'est un mot qu'on a déjà vu, c'est la gaine de protection autour. Ça, ce petit schéma un peu noir et blanc, on vous indique qu'en fait, on coupe cette petite saucisse là, parce qu'on dirait quand même un peu une série de saucisses. On coupe la saucisse, et quand on regarde la saucisse comme ça au microscope, c'est ça. Donc ici, on voit un petit peu c'est représenté pour qu'on se rende compte, c'est l'axone en jaune, et les petites saucisses autour, c'est les gaines de myéline. Donc, si on est dans le système nerveux central, on avait vu que ça s'appelait oligodendrocyte. Si on est dans le système nerveux périphérique, ça s'appelle cellule de Schwann. Je vous fais juste une petite aparté, par exemple, le mot oligodendrocyte, là ça vous paraît lourdingue, ça fait 23 lettres, voilà. En fait, vous verrez que c'est tout un langage auquel vous vous habituerez vite. Au début, c'est des mots que vous devrez vous entraîner à répéter parce qu'en fait, il y a pas, même si on découpe le mot oligodendrocyte, bon, franchement, ça ne nous aide pas plus. Donc,
on n'a pas de moyens vraiment pour les savoir, mais en fait, à la longue, ça va devenir votre langage normal. Au début, ça fait peur. Moi, les tout débuts de ma première année, il y avait des mots, un mot qui m'a marqué, c'est syncytiotrophoblast. Je sais même plus vous dire ce que c'est, mais c'est un mot, mais j'ai dû l'écrire 20 fois sur la feuille pour me rappeler comment, parce que enfin, on n'a jamais vu des mots comme ça. Mais en fait, après, ça devient le langage courant et c'est pas du tout impossible. On dit nouveau langage, mais c'est pas aussi dur qu'apprendre une nouvelle langue. C'est juste certains mots qui sont un petit peu plus durs à apprendre. Mais après, on baigne tellement dedans qu'en fait, ça devient un peu naturel et puis on devient un peu péteux face aux autres parce qu'on utilise des mots un peu élaborés, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, axone, gaine de myéline autour. Ici, c'est le corps cellulaire, c'est le corps de la cellule, on va pas trop se prendre la tête avec ça, il y a un noyau au milieu. Et ici, il y a ce qu'on appelle des dendrites. Les dendrites, vous voyez, ça a des formes de petits doigts comme ça, des petites palmes. C'est ce qui permet de faire les connexions entre tous les neurones entre eux. Donc là, ça, c'est un neurone. Et ben, vous faites un copier-coller de ça, vous le mettez à côté. Les dendrites, elles vont communiquer entre elles. Et elles vont communiquer par tout un tas de moyens, mais c'est ce qui permet de faire communiquer les neurones entre eux. Je crois que je m'égare un petit peu. Ah oui, et une info un peu, moi que je trouve folle, c'est que l'axone peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne mesure pas 4 mètres. Donc un axone qui mesure 1 mètre, c'est un petit peu impressionnant. Là, ce midi, vous rentrerez, est-ce que tu savais qu'un neurone, ça pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre? Ah non, je ne savais pas, bravo, voilà. On brille en société, c'est bien. Voilà, là, c'est là où vous riez, c'est important. Parfait. Donc, système nerveux central, donc ça c'est ce qu'on disait, les axones myélinisés forment la substance blanche, tandis que les dendrites et les corps cellulaires forment la substance grise. Donc, les dendrites, corps cellulaires, c'est ce qui reçoit ou qui donne l'info, c'est la substance grise. L'axone, c'est ce qui va transmettre l'information, c'est la substance blanche. C'est ce qu'on disait un petit peu avant. Et dans le système nerveux périphérique, bah voilà, tout ça semble comme des câbles électriques et ça fait les nerfs. Ok, eh bien écoutez, il est 10h pile, c'est magnifique. On va faire une petite pause et puis on reprend après. Donc comme il disait, il y a donc les croissants, le café, les jus et tout ça là-bas. Et il y a aussi l'atelier anatomique. Et puis moi je reste là, enfin en tout cas je reste dans les parages, comme ça si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais. Poser la question Oui, il faut me tutoyer par contre, hein, je te jure, je suis pas assez vieille pour qu'on me voit. Oui. Pour la moelle épinière, Ouais. on a vu qu'il y avait 2 vaisseaux, un rouge et un bleu. Est-ce que ça marche un peu comme une plante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un genre de xylème et un genre de phloème différent? Alors je n'y connais strictement rien en botanique, donc Est-ce qu'il y en a un qui monte vers le haut et un qui ouais. vers le bas? En fait, là, c'est inversé par rapport au cerveau. La substance grise, elle est au milieu et la substance blanche, elle est à l'extérieur. C'est une particularité. Et en fait, si tu veux, la substance grise, eh ben, ça va remonter. Et puis ça, dans la substance blanche, ça descend. C'est très schématique, mais ouais. Je comprends pas enfin, vu que je comprends pas la botanique, je peux pas savoir ton analogie, mais j'ai répondu à ta question. Ouais. Parfait. Ouais. On a parlé du système nerveux-sympathique. Non, c'est pas le système quoi sympathique, c'est régule, non? Ouais. Ça régule le battement des corps en cas de stress. Ouais. Est-ce que c'est le même organe, c'est le même neurone qui réagit quand on fait le sport? C'est pas la même chose. Parce que, alors, si, ça passe par le même système, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Quand on fait du sport, le cœur il s'accélère parce que notre corps, nos muscles, ils ont besoin de plus d'apport sanguin, plus d'oxygène. Donc le cœur bat plus vite pour qu'il y ait plus de sang qui s'envoie dans le reste du corps. Dans le sang, il y a l'oxygène, nos muscles ont besoin d'oxygène, donc c'est en partie pour ça que le cœur bat plus vite. Donc ça passe par le même endroit, mais c'est pas pour la même raison. Ouais. Merci. Donc là, s'il n'y a plus de questions, enfin en tout cas sur le cours, allez, c'est la pause, restez pas assis, profitez de votre pause. Bon, ça va? Vous avez eu une bonne pause? Vous avez bien mangé? Est-ce que vous sentez votre système parasympathique qui vous fait digérer? Vous faites tranquille? Bah, c'est fini parce qu'on reprend, ok? Ok, donc un peu de neurologie en médecine. On va parler plus globalement, on ne va pas parler forcément que de neurologie, on va parler de la démarche diagnostique. Donc, alors là, la citation de William Osler, ça vous l'aurez
en long, en large, en travers, vous allez en bouffer. Écoutez le malade, il va donner le diagnostic. C'est pas toujours vrai, mais c'est très souvent vrai. Donc c'est un peu de ça dont on va parler là, c'est comment on fait pour diagnostiquer quelque chose à quelqu'un. Donc là, ce qui est écrit, c'est que donc le diagnostic est étroitement lié à la physiologie, puisque les symptômes du patient résultent d'une altération d'une fonction normalement présente. Un patient ne va pas se présenter à une consultation parce que ça marche bien. Enfin, il y a des consultations particulières de renouvellement de traitement, etc. Mais quand un patient vient pour un problème, bah voilà, il a un problème. Il y a une fonction de son corps qui ne marche pas comme d'habitude, ça l'inquiète, il ne sait pas ce qui se passe, il vient vous voir. L'objectif du médecin, votre objectif à vous, puisque là, à partir de maintenant, on dit que vous êtes tous des médecins, on est tous des médecins, votre objectif, c'est d'interroger le patient, de l'examiner pour recueillir le maximum d'informations. Et comme dans une enquête, colonel Moutarde dans la cuisine, là c'est pareil, tel symptôme, plus tel organe concerné, plus telle ou telle information, égale peut-être un diagnostic. Parfois ça suffit pas, parfois il faut faire un scanner, il faut faire une radio, des choses comme ça, mais des fois ça suffit. Et là c'est gratifiant quand ça suffit, on est d'accord, le patient il rentre, il a un problème, on lui dit vous avez ça, c'est la classe quand même. Donc là c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc, il y a un exemple dans le poly, un patient qui vient vous consulter parce qu'il pense qu'il a des migraines. Il arrive, docteur, j'ai des migraines, c'est sûr, ma mère, elle est très migraineuse, c'est sûr que j'ai pareil. Là, pas plus tard qu'hier, j'ai eu très mal à la tête, vraiment, donnez-moi le traitement comme ma mère des migraines. Bon, déjà, ok. Bonjour monsieur, quel âge avez-vous? Enfin, on va commencer par le début. Et donc ça, c'est un interrogatoire. Donc, quelles questions on pose? Déjà, les questions administratives, ça peut paraître bête, mais il faut savoir l'âge de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, vous êtes capable de dire s'il a plutôt 20 ans ou 60 ans, mais il faut quand même savoir parce qu'il y a des pathologies qui sont beaucoup plus chez les jeunes, beaucoup plus chez les vieux. Bon, après, administratif, adresse, etc., on s'en fout un peu pour aujourd'hui. Ensuite, habitus et mode de vie. Habitus, c'est, ça veut dire un peu la même chose que mode de vie. C'est quoi? C'est quel métier il fait? Dans quel genre d'endroit il vit? Est-ce que c'est un métier qui est en contact avec les enfants, par exemple, donc il peut choper les maladies des enfants? Est-ce que c'est un métier où, s'il travaille à la mine, il y a des maladies qui peuvent aussi être en lien avec des choses comme ça? Est-ce que, il est marié ou pas marié? Est-ce qu'il est marié avec un homme ou avec une femme? Parce que parfois, on a, des maladies qui sont plus fréquentes chez certaines populations. Les hommes homosexuels, parfois, statistiquement, ils ont plus de pathologies que, les hommes hétérosexuels. Pas, c'est pas homophobe, c'est pas raciste, c'est statistique. On sait que, il y a certaines populations qui sont plus à risque d'avoir telle ou telle pathologie. Donc c'est pas indiscret de poser ces questions-là aux gens parce que vous, c'est juste pour votre diagnostic. On s'en fout de savoir avec qui les gens y vivent, ils sont en couple avec 4 personnes ou pas, mais c'est important pour votre diagnostic. Est-ce que c'est, j'ai plus vraiment d'exemple, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est pas pour être intrusif, c'est pour savoir, parce que ça peut influencer notre diagnostic. Antécédents médicaux, est-ce que vous avez déjà eu des maladies? Est-ce que, vous avez déjà été opéré? Antécédents chirurgicaux. Ça, c'est des questions qui sont hyper importantes parce que, un patient qui a des gros soucis pour respirer et puis il vous dit: «Ah puis au fait, je suis asthmatique», bon, c'est peut-être une crise d'asthme du coup. Enfin, voilà, c'est con mais ça aide. Donc antécédents chirurgicaux, ça peut être, les dents de sagesse, ça peut être les amygdales, ça peut être l'appendicite, ça peut être, je me suis cassé la jambe en cheval quand j'étais petit. Ça, des fois, on s'en contrefiche pour le diagnostic du jour, mais c'est important quand même de le prendre parce que ça peut avoir son importance après. C'est l'exemple qu'on vous met dans le poly. Un patient qui a eu une appendicectomie, appendicectomie, ça veut dire qu'on lui a retiré l'appendice. Il avait probablement une appendicite. Là, vous voyez les mots appendice, c'est l'organe. Appendicite, le it, ça veut dire inflammation de l'organe. Donc appendicite, inflammation de l'appendice. Appendicectomie, c'est le mot pour dire on a retiré. Donc, par exemple, quand on enlève un lobe du poumon, on dit une lobectomie. Vous voyez, c'est tout ce vocabulaire-là, mais qui vous paraîtra plus si compliqué. Bon, déjà, c'est pas si compliqué, mais ce sera encore plus fluide plus tard. Donc un patient qui a eu une appendicectomie en 2012, il vient vous voir parce qu'il a un peu mal au ventre, là, à droite, il ne sait pas trop ce que c'est.
on va peut-être pas évoquer une appendicite parce qu'il a plus d'appendice. Donc ce serait un peu une perte de temps de rechercher l'appendicite alors qu'en fait, il peut plus en avoir. Vous voyez, c'est quand même important de savoir. Antécédents familiaux, il y a certaines maladies qui sont héréditaires. Parfois, ça peut nous orienter sur un diagnostic, donc il faut qu'on sache s'il y a des antécédents familiaux particuliers. Les médicaments qu'il prend en cours. Alors quand on est jeune, on ne prend pas de médicaments, mais plus on vieillit, plus les gens y prennent 1, 2, 3, 10 cachets, et donc c'est important de savoir. Pourquoi, à votre avis, c'est important de toujours savoir la liste des médicaments de quelqu'un? Ouais. Ouais, tout à fait. Ça peut avoir des effets secondaires et parfois les gens ils viennent consulter pour en fait qu'il y ait un effet secondaire d'un médicament. Donc du coup, c'est pas le corps qui fonctionne moins bien de lui-même, c'est le médicament qui donne un effet non désiré. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de changer le médicament, on essaye de voir. Mais du coup, la prise en charge, elle n'est pas la même. Et ensuite, histoire de la maladie. Donc, l'histoire de la maladie, c'est d'abord le patient qui va vous la raconter. Docteur, je viens vous voir parce qu'hier, j'ai eu hyper mal à la tête, ça a commencé comme ça, et puis, bah, des fois, c'est vrai que ma mère, elle avait beaucoup mal à la tête et puis, ah oui, je vous ai pas dit, mon garçon, il a fait la gastro. Les gens, ils partent dans tous les sens, hein, eux, ils sont pas médecins. Donc vous, c'est votre rôle de faire un interrogatoire un peu dirigé. D'accord, très bien monsieur, vous venez me voir parce que vous avez mal à la tête. Est-ce que c'était déjà arrivé avant? Ça a commencé quand? Est-ce que c'est arrivé d'un coup ou est-ce que c'est arrivé un peu progressivement? Est-ce qu'il y a un endroit qui fait plus mal au niveau de la tête? Est-ce que c'est plutôt en barre comme ça? Est-ce que c'est plutôt un peu pulsatile? Est-ce que c'est parti tout seul? Est-ce que vous avez pris un médicament pour que ça passe? Est-ce que effectivement quelqu'un dans votre famille a déjà eu ça? Vous voyez, il y a plein, plein, plein de questions à poser pour orienter les gens parce que les gens, ils penseront pas à tout vous dire. Et puis, cette histoire d'antécédents migraineux là que je vous dis, ça se trouve, il n'aura pas pensé à vous le dire. Et donc là, vous dites, mais est-ce que chez vous, il y a des gens qui ont déjà fait des maux de tête, des choses comme ça? Ah bah oui, ma mère était très migraineuse. Et là, ah bah c'est un argument, peut-être qu'il fait effectivement une migraine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre et c'est très long à savoir bien le faire. C'est pas en deuxième année de médecine, on arrive, on s'est interrogé un patient, on a un diagnostic. Non, ça marche pas comme ça. C'est ça, apprendre à être médecin, c'est apprendre à parler aux gens, c'est apprendre à poser les bonnes questions en fonction de ce qu'on dit. Et puis c'est apprendre à pas trop s'éparpiller parce que ben, s'il vient parce qu'il a la diarrhée, l'antécédent de migraine de sa mère, c'est probablement pas ce dont on va parler pendant un quart d'heure. Vous voyez, c'est tout ça, apprendre à être médecin, c'est apprendre à orienter les gens sur ce qu'on veut savoir. Alors, on repart quand même un petit peu sur la neurologie. L'examen clinique neurologique. L'examen clinique, ça regroupe tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, si vous voulez. Donc déjà, c'est l'interrogatoire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est bien orienter le discours et poser toutes les questions qu'il faut pour avoir toutes les infos dont on a besoin. C'est aussi, donc comme je vous disais, tout ce qu'on peut faire avec les mains ou avec le stéthoscope en fait. Donc c'est écouter le cœur, écouter les poumons, palper l'abdomen, regarder les orteils, j'en sais rien. C'est tout ce qu'on fait avec nos mains, tout ce qu'on peut faire comme ça au cabinet sans appareil extérieur. Et on peut faire énormément de choses. Et en neurologie, il y a beaucoup de diagnostics. On appelle ça un diagnostic clinique. Ça veut dire que c'est un diagnostic, on n'a pas besoin de faire un examen complémentaire, on n'a pas besoin d'une IRM, on n'a pas besoin d'un scanner. On peut, seulement en interrogeant le patient, on peut dire à la fin de la consultation, c'est ça que vous avez, monsieur. Ça, c'est quand même gratifiant. Parce que dans beaucoup de spécialités, on a quand même souvent besoin de faire un électrocardiogramme, de faire un scanner. C'est pas grave hein, de devoir le faire, mais c'est quand même assez chouette de juste en interrogeant le patient, de dire je suis sûre que c'est ça que vous avez, monsieur. Ou madame, ou Yel. Donc, une partie de l'examen clinique neurologique, c'est l'état mental. Ça peut vous paraître un peu bébête. Là, vous l'avez devant vous. C'est un score, un exemple de score qu'on utilise pour le coup tout le temps. D'ailleurs, c'est souvent l'externe. Donc l'externe en médecine, c'est l'étudiant en médecine qui n'est pas encore interne. C'est souvent l'externe qui s'y colle. C'est l'interne, il a plein de trucs à faire, donc il envoie l'externe faire ça. C'est quand même assez rigolo. C'est tout un tas de questions qu'on pose. Alors souvent, c'est aux personnes âgées qu'on fait ça pour évaluer l'état de leur mémoire, évaluer l'état de leur orientation dans le temps, dans l'espace. Est-ce qu'ils savent correctement utiliser un stylo? Est-ce qu'ils savent recopier un dessin? Là, il y a écrit l'humeur. Alors l'humeur, elle n'est pas testée avec ce test-là, mais c'est pour évaluer un petit peu l'état mental global de quelqu'un. Donc là, on va prendre par exemple
Dans le MMSE, on a dans la catégorie apprentissage, c'est même écrit ce qu'on doit dire aux gens. Je vais vous dire 3 mots. Je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir car je vous les redemanderai tout à l'heure. Donc, je vous dis les 3 mots. Cigare, fleur, porte. À vous? Ok, très bien. On verra si vous allez les retenir et me les ressortir tout à l'heure. J'espère que oui, sinon c'est inquiétant. Donc, ce score-là, il est sur 30. En fait, chaque fois qu'il répond bien à une question, on lui met un point. 30 sur 30, c'est nous tous, j'espère. Au pire, 29, c'est un peu trompé, parce qu'il y a une épreuve que moi je trouve difficile, c'est il faut compter à partir de 100, de 7 en 7 vers 0. Donc 100 moins 7, ensuite 93 moins 7. Moi, je trouve ça chaud de faire ça de tête, mais souvent, les personnes âgées, ils y arrivent hyper bien. Et à part cette catégorie-là qui peut être un peu dure, normalement, on est censé tous savoir bien faire. Donc ça, c'est un des tests possibles pour se rendre compte de l'état mental de quelqu'un. Donc si on a moins de 21 sur 30, bon, voilà, l'état il est un petit peu détérioré. Si on a 5 à 15, ouais, c'est pas dingo. Et alors si on a moins de 5, là, c'est très altéré. Parfois, les gens, ils donnent très bien le change. C'est des gens qui sont pas si vieux, qui vraiment on pourrait jamais dire que c'est des gens qui ont un état mental altéré. Et en fait, vous leur demandez en quelle année on est, et avec beaucoup d'aplomb, ils vous disent 1986. Ah oui, d'accord, donc non en fait. Et du coup, des fois, ça vaut le coup un peu de tester parce que on peut avoir des surprises. Du coup, les 3 mots, c'était quoi? Donc toi, tu as un MMS à 30 et les autres, ils t'ont suivi. Donc, il faudra aller en consultation. C'est une blague, bien sûr. Ok. Donc, ça, c'est l'examen clinique, donc la partie mentale. Il y a aussi ce qui n'est pas détaillé là, c'est pas que le rôle des psys de faire ça, c'est aussi évaluer l'humeur. Parce que souvent, il y a pas mal de pathologies qui peuvent être aggravées par des états dépressifs, des choses comme ça. Donc c'est aussi important de poser quelques petites questions comme ça, même si c'est pas pour aboutir sur une prise en charge tout de suite, pour un petit peu voir dans quel état se trouve votre patient. Mais ça, c'est bon, voilà, c'est autre chose. On a une autre partie de l'examen clinique neurologique qui concerne les nerfs crâniens. Alors, les nerfs crâniens, qu'est-ce que c'est? C'est 12 paires de nerfs qui ont des fonctions bien particulières et qui partent du centre du cerveau. C'est une partie que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver un schéma qui vous montre un peu où c'est. Voilà. En fait, cette partie-là, on n'en a pas parlé. C'est la partie que vous voyez en bleu ici. Donc c'est vraiment en plein milieu du cerveau et c'est ce qui fait le lien avec la moelle épinière juste en dessous. C'est une partie du cerveau, mais ça s'appelle le tronc cérébral. Et c'est de cette partie-là, le tronc cérébral, que partent tous ces nerfs crâniens qui sont très très importants. On va passer assez rapidement parce que je trouve que c'est... Enfin, on va pas s'attarder trop parce que finalement, c'est surtout pour que vous compreniez le principe que je vous parle de ça. Donc on a 12 paires de nerfs crâniens. Le premier, c'est le nerf olfactif. Donc c'est ce qui permet d'avoir l'odorat et on y pense un peu moins aussi, ça participe beaucoup au goût des aliments. Peut-être que dans votre entourage, vous avez des gens qui ont eu un Covid par exemple. Ils ont mis beaucoup de temps à récupérer leur odorat et ça altère aussi vachement le goût. Ouais. C'est pas aussi les gourdes aérobies ou avec les pods, on sent quand on boit. Je sais pas, Avec les quoi, j'ai pas entendu. des gourdes aérobies avec on met des sortes de pods et du coup on a l'impression de boire un truc avec du coca. Alors, je connais pas du tout. On met un goût dedans et en fait on sent Un autre goût. de la capsule qu'on a mis. Et du coup, ça perturbe le goût de ce qu'on... Ah bah oui, complètement. On boit de l'eau et on a l'impression que... Ouais, et complètement, je connaissais pas, mais effectivement, l'odorat, il a tellement un rôle important que si vous sentez l'odeur du coca et que c'est de l'eau, en fait, vous allez au début croire que vous buvez du coca, c'est complètement possible. Mais je connaissais pas ce truc, c'est quoi? C'est pour boire du coca sans en boire, c'est ça? Non, il n'y a, a pas un Juste coca. boire de l'eau et pas Ah oui, donc c'est pour faire comme si on buvait un soda, mais en fait, on boit de l'eau. Ok, je ne connaissais pas. Et donc, ça met en jeu le nerf olfactif. Vous pourrez encore briller en société. La deuxième paire de nerfs crâniens, c'est le nerf optique. Donc ça, c'est pour la vision. À votre avis, ce nerf optique, du coup, il va vers quelle partie du cerveau?
Ouais, j'ai entendu un peu tout le monde dire, l'arrière occipital, bah, c'est ça. C'est tout à l'arrière, le lobe occipital. Mais c'est pas du tout grave si vous vous en rappelez pas comme ça, c'est complètement normal. Ensuite, on a 3 paires de nerfs crâniens, ce sont les nerfs oculomoteurs. On dirait pas comme ça que c'est si compliqué de faire bouger ses yeux, mais on a besoin de 3 paires de nerfs crâniens. Vous vous rendez compte, pour la vision, on a besoin une paire. Pour faire bouger ses yeux, on a besoin de 3 paires de nerfs oculomoteurs. Donc là, dans le poly, c'est détaillé. Je vous avoue que moi, jusqu'à la fin de mes études de médecine, je n'ai jamais réussi à retenir ça. Enfin, c'est le nerf là, il fait ça, mais il fait pas ça, mais c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. Et ils s'occupent chacun d'une direction un peu, et il y en a un quand il est atteint, ça fait un strabisme, mais il y en a un quand il est atteint, ça fait ça. C'est vraiment très compliqué pour le coup. Donc on va rester sur le fait qu'il y a 3 paires de nerfs crâniens, donc paires parce que c'est toujours droit et gauche, hein. Il y a 3 paires de nerfs crâniens qui s'occupent de faire bouger nos yeux, ok? Donc quand même, on peut dire que quand quelqu'un a un strabisme, ça peut être parce qu'il y a un nerf crânien qui est atteint. Ça peut être parce que c'est le muscle en lui-même qui est atteint, mais ça peut être à cause du nerf. Vous voyez, parfois on a un symptôme, mais en fait ça peut être plusieurs causes différentes. Sur tout le trajet de l'information, en fait, que ça part du muscle jusqu'au nerf, jusqu'au cerveau, s'il y a une lésion sur cet endroit-là, ça peut causer un symptôme. Ensuite, le nerf numéro 5, c'est le nerf trijumeau. Il est super important celui-là, c'est toute la sensation de la face. Donc en fait, il y a 3 branches du nerf trijumeau, une qui fait plutôt vers le haut du visage, une qui va plutôt comme ça vers le bas du nez, et une qui va là. Et en fait, c'est ce que vous voyez là, chaque zone, chaque branche s'occupe d'une partie du visage. Donc la branche 1, c'est l'arête du nez, la paupière supérieure, le front, le sourcil, etc. Le numéro 2, je crois que même la paupière inférieure, en fait, c'est dans le 2. Enfin, vous voyez, il y a plein de subtilités. Ça prend le bas du nez, ça s'arrête à la lèvre supérieure. Et la branche numéro 3, ça prend la lèvre inférieure, ça prend le menton. Ça s'arrête là quand même, ça va pas jusque-là, ça s'arrête là. Mais pour l'arrière du crâne, c'est d'autres nerfs. Enfin, vous voyez, c'est quand même... C'est bien divisé, mais c'est pas des étages instinctifs, vous voyez. C'est pas évident de se dire que le nez, bah, en fait, il y a 2 nerfs différents qui l'innervent, ok? Quand je touche là de mon nez, c'est pas le même nerf qui le détecte que quand je touche là, ok? C'est factuel, il n'y a pas d'explication, enfin, en embryogénèse, on pourra trouver plein d'explications de comment se crée tout ça, mais factuellement, il y a un nerf qui innerve là et un nerf qui innerve là, ok? Ensuite, autre nerf très important, le numéro 7, c'est le nerf facial. C'est ce qui permet de faire toutes les mimiques du visage. C'est ce qui me permet de gonfler les joues, en partie de tirer la langue, c'est ce qui permet de froncer les sourcils, c'est ce qui permet de faire tout ça. Donc une partie assez importante de l'examen clinique en neuro, et les gens souvent ça les fait rire, on leur demande de gonfler les joues, on leur demande de faire un grand sourire, on leur demande de froncer les sourcils. Et en fait on fait pas ça parce que ça nous amuse de voir les gens comme ça, c'est parce que si il y a un des deux sourcils, on voit il fronce moins bien. Ou alors les gens ils ont un sourire un petit peu tordu, le sourire il est pas pareil des deux côtés, où il y a une joue qui se gonfle moins bien, et ben il y a peut-être un des deux nerfs faciaux qui fonctionne moins bien. Et ça s'appelle une paralysie faciale. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Il y a des gens, pour plein de raisons différentes, par exemple des gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral, une des séquelles, ils ont la moitié du visage qui fonctionne moins bien. Et ça, c'est à cause du nerf facial, ça s'appelle une paralysie faciale. Le nerf numéro 8, c'est le nerf cochléo-vestibulaire, petite faute de frappe. C'est ce qui permet de gérer l'audition et l'équilibre. Donc on en parlait au tout début. Quand on a un problème d'oreille interne, on peut avoir des vertiges. Quand on a trop bu de l'alcool et que notre cervelet ne fonctionne pas bien, on peut avoir des vertiges. Mais aussi, quand on a notre nerf cochléo-vestibulaire qui peut être atteint pour X ou Y raison, on peut aussi avoir des vertiges. Donc un symptôme, ça peut être toute la chaîne comme ça part de l'oreille, le nerf vers le cerveau. Il peut y avoir un problème sur toute la chaîne de transmission de l'information. Ok? C'est clair ce que je vous dis ou moyen clair ou pas clair du tout? On va dire que c'est clair. Ok. Ensuite, les nerfs glossopharyngiens et nerfs vagues, donc les 9 et 10, ça a beaucoup de rôles et notamment ça permet de faire bouger la langue et de déglutir. Donc c'est grâce à notre langue et nos lèvres qu'on peut parler, donc ça permet la phonation. Ensuite, on a le nerf spinal, le 11, qui permet de hausser les épaules.
Et le 12, le grand hypoglosse, c'est celui qui innerve la langue et du coup qui permet aussi de s'exprimer correctement. Ok? Donc là, il y a probablement plus d'infos sur le poly par rapport à l'examen clinique, mais on va pas s'attarder trop pour pouvoir finir quand même tranquillement. Ok. Donc, on a fait les nerfs crâniens. On n'a pas trouvé de problème. Donc, notre patient au niveau des nerfs crâniens va bien. Ouais. Et tous ces nerfs, ils reçoivent des informations et ils en transmettent. Alors, il y en a certains qui sont que moteurs. Donc, il y en a certains qui font que envoyer une information. Il y en a certains qui sont que sensitifs, donc qui récupèrent. Et la plupart sont mixtes. Mais il y en a certains, par exemple, le nerf olfactif, il fait que recevoir l'information des odeurs. Il n'envoie pas d'informations particulières. Le nerf de la vision, c'est pareil, il fait que recevoir. Le nerf facial, par contre, lui, il envoie. Il fait bouger ton visage. Tu vois? Mais la plupart du temps, ils sont mixtes quand même. C'est très souvent qu'ils sont mixtes. Ok, donc on passe à la partie des nerfs moteurs pour notre examen clinique neurologique. Donc les nerfs moteurs, vous l'avez compris, ce sont les nerfs qui permettent de faire bouger le corps. Donc c'est les nerfs qui transmettent une information aux muscles, qui disent aux muscles de se contracter ou de s'étendre, et c'est ce qui nous permet de bouger. Donc une section de ces nerfs se traduira par une paralysie des territoires innervés. La paralysie, elle peut avoir un degré de gravité différent. Parfois, donc il y a le mot paralysie et il y a aussi le mot parésie. Parésie, ça veut dire qu'on bouge moins bien, mais qu'on peut encore bouger. C'est pas forcément tout ou rien. Il y a plusieurs stades de la paralysie, si vous voulez. Donc, votre rôle de médecin, c'est de tester en fait les muscles. Donc, il y a des tests tout bêtes. On demande aux gens, serrez-moi très fort les mains. Par exemple, on leur dit, je vais vous appuyer sur la main et vous allez devoir résister. Et là, on teste les muscles qui permettent de relever le bras contre résistance. Pareil de l'autre côté, on peut dire, il faut que vous leviez la cuisse contre la résistance de ma main. Bah là, s'il n'y arrive pas, par exemple, s'il y a peut-être un problème, soit au muscle de la cuisse, soit au nerf qui innerve la cuisse. C'est vraiment dans le sens là que c'est une enquête aussi, il faut relever les indices, c'est un peu cucu, mais c'est vrai, il faut relever les indices et à la fin, on a peut-être une idée de diagnostic. Il y a aussi des signes qui sont plus indirects. Par exemple, un muscle qui est atrophié, ça veut dire qui a fondu, bah, ça peut être le signe qu'il est moins bien innervé qu'un autre, que son voisin. Et l'avantage, c'est que dans le corps, on est tous symétriques, donc on peut comparer. Si on a une cuisse qui est plus fine que l'autre sans raison apparente, bah, c'est peut-être que le muscle de la cuisse, il est atrophié par rapport à l'autre. Vous voyez? Ça, c'est des indices qui peuvent être importants à relever. Ça peut être des tremblements, ça peut être aussi, bah, c'est ce que je vous disais, une faiblesse du tonus. C'est quelqu'un, il peut ne même pas s'en être rendu compte, mais en fait, quand il vous serre les mains, bah, il y a une des mains qui serre moins fort et il s'en est même pas rendu compte. Donc, un vrai examen neurologique, c'est long. Vous voyez bien tout ce qu'il y avait à faire là, déjà l'état mental, les questions, cigare, fleur, porte. Ok, très bien, on a fait. Ensuite, on va tester tous les nerfs crâniens. Donc, on va lui faire sentir un truc, et puis on va lui faire les mimiques, et est-ce qu'il bouge bien sa langue? Enfin, c'est super long. Et là, les nerfs moteurs, bah, si vous voulez tester tous les nerfs moteurs, ben voilà, bonne chance, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est quand même très long. Donc, l'important, avec l'interrogatoire avant, c'est d'avoir ciblé. C'est le but, on va pas lui tester les muscles des orteils si, a priori, il se passe pas grand-chose au niveau du pied, ok? Ensuite, les nerfs sensitifs, c'est alors on peut tester aussi, on demande est-ce que, on lui prend ses bras, on touche les 2 bras en même temps et on dit: «Est-ce que vous sentez pareil des 2 côtés quand je vous touche?» Ça paraît un petit peu artisanal comme ça, mais en fait, ça marche bien comme examen clinique. Et ce qui est intéressant dans cet examen, c'est par rapport au schéma que vous voyez là. Je vais vous expliquer. En fait, les nerfs, je vous ai expliqué, qui sortaient de la colonne. Ça, c'est les niveaux de la colonne. C2, C3, C4, C5, en fait, ça fait référence à la deuxième vertèbre cervicale, troisième vertèbre cervicale. En T, c'est les vertèbres thoraciques, en L, les vertèbres lombaires, et en S, les vertèbres sacrées. Là, vous remarquez, ou pas d'ailleurs, mais que la C2, elle n'est pas correctement située. La deuxième vertèbre cervicale, elle est par là, elle n'est pas par là. Là, ce n'est pas un schéma qui vous donne l'anatomie des vertèbres, c'est un schéma qui vous donne les dermatomes. J'essaye de vous expliquer simplement, mais c'est pas si simple, donc en fait, je me le rends compte en vous expliquant.
C'est quoi les dermatomes? C'est un territoire du corps qui va être innervé par un nerf qui sort de la colonne. Donc par exemple, quand on va regarder la sixième vertèbre, enfin le nerf qui sort au niveau de la sixième vertèbre cervicale, en fait, c'est cette zone-là qui l'innerve. C'est pas du tout au niveau vraiment littéralement que de la sixième vertèbre cervicale, il innerve aussi cette partie. Par contre, au-dessus, c'est le nerf qui sort de la cinquième vertèbre cervicale qui innerve. Tout ça, c'est lié à l'embryogenèse en fait. C'est lié à comment les nerfs sont nés quand vous étiez un fœtus, etc. Ouais, j'ai vu une question. Il n'y a pas souvent quand on dit on a eu un accident de vélo, on va dire, Mhm. que quand il y a la fracture de, c'est pas tes seins, un truc comme ça, on est paralysé. Exactement. C'est exactement ça. Alors, c'est pas que en lien avec les dermatomes, mais pour le coup, quand vous avez une lésion de la colonne, tout ce qu'il y a en dessous s'éteint, selon l'importance de la lésion, mais tout ce qu'il y a en dessous s'éteint. Donc là, ce que je vous montre, c'est les dermatomes sensitifs, mais il y a aussi le même schéma de pensée pour les muscles. Il y a certains muscles qui sont innervés par le nerf qui part de telle vertèbre cervicale ou telle vertèbre thoracique, etc. Et effectivement, quand on a une lésion au niveau en haut de la colonne thoracique, et ben en fait, les jambes, elles sont innervées par des nerfs qui sont en dessous. Et donc du coup, tout est coupé, la communication est coupée. Entre le cerveau et la colonne jusqu'en thoracique, ça fonctionne, mais après, la communication est coupée. Donc on avait vu dans la moelle, il y a des nerfs qui remontent et il y a des nerfs qui descendent. Donc si on coupe la communication, tout ce qu'il y a en dessous, ça ne peut plus communiquer, donc c'est pour ça qu'il y a une paralysie. Est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique? Ça va? Ouais. Ouais, en partie, ça peut être ça, c'est le niveau de ta lésion. Plus tu montes dans le dos, plus ça va altérer un grand nombre de fonctions parce que plus tu vas couper haut les communications. Et donc, bah, si tu coupes vers le haut, enfin vers le plus haut de ta colonne, et bah, les nerfs qui innervent les bras, ils pourront plus non plus remonter au cerveau et ça communique plus. Les muscles, ils sont toujours là, ils sont opérationnels, ils sont prêts à recevoir une information, mais les nerfs, ils peuvent plus communiquer parce que le centre, le centre d'échange où les nerfs ils montent et ils descendent, ça a été coupé. Ok? Ouais. Et du coup, lors du coup du lapin, c'est quoi? Un coup du lapin, c'est quand tu as un traumatisme au niveau des cervicales et ça fait un mouvement comme ça un peu vers l'avant qui peut déplacer des vertèbres. C'est pas obligé, mais Vous avez dit avant quand par exemple tout ce qui est en dessous s'éteint, ouais. et souvent on dit le coup du lapin ça peut être fatal. Ça peut être fatal parce qu'en fait, plus tu remontes, plus tu vas aussi avoir des fonctions un peu vitales. Et au niveau C4, donc quatrième vertèbre cervicale, c'est de là d'où part le nerf qui innerve le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui nous permet de respirer. C'est le muscle qui a en dessous de nos poumons et c'est le muscle qui fait que les poumons se gonflent et se dégonflent. C'est pas volontaire, on réfléchit pas à notre diaphragme, on peut si on veut, on sait inspirer très fort, expirer très fort, mais sinon, c'est un muscle qui est involontaire, mais qui est quand même innervé. C'est tout ce que je vous disais au début. Même les choses involontaires, elles sont innervées par des nerfs. C'est obligé, ça ne fonctionnera pas tout seul sans nerfs. Donc quand on a une lésion au-dessus de cette quatrième vertèbre cervicale, en fait, le diaphragme, il va plus être innervé, donc on va plus respirer tout seul. Donc, bah, vous vous doutez bien que quand on respire plus tout seul, c'est compliqué de vivre longtemps. Ok? Et après, oui, grosso modo, c'est pour ça que les traumatismes cervicaux, c'est les plus graves parce que, bah, déjà, ça éteint tout ce qui est en dessous, donc bah, l'ensemble du corps est plus innervé, si on peut dire ça comme ça, et que plus on remonte, plus on a ces fonctions de système nerveux autonome, etc., qui font que le corps ne peut même plus fonctionner tout seul. Ok? Ok, donc ça, c'était pour les dermatomes. Vous aviez compris un peu le principe aussi, du coup? Donc voilà, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a, je sais pas, une douleur qui lui va comme ça derrière, tac, 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 et qui va jusqu'au talon, et bah peut-être qu'en fait, il a une sciatique au niveau du bas de la colonne. Vous avez peut-être entendu déjà parler vos parents ou vos grands-parents qui disent qu'ils ont une sciatique. La douleur de sciatique, c'est une douleur qui part du bas du dos, qui descend tout le long et qui va jusqu'au talon. Pourquoi il fait ce trajet-là? Parce que c'est le trajet du nerf qui sort de cette vertèbre-là. D'accord?
On va passer aux réflexes. Donc, vous pouvez sortir votre petite fiche. On va pas tous les faire. Et puis, il y en a qui sont difficiles à faire en plus. D'ailleurs, je reviens parce que je vais vous amener un petit marteau. Je vais le chercher. Voilà, petit marteau réflexe. Vous en avez peut-être déjà vu chez votre médecin. Souvent, il y a ça, hein, c'est un peu le package de base de l'étudiant en médecine et puis du médecin après. Donc, il y en a plein de formes différentes, il y en a qui ressemblent vraiment à des marteaux. Moi, celui que j'ai, vous voyez, c'est un petit truc, vous pourrez vous le passer si vous voulez. Et là, c'est un petit bout et c'est avec ça qu'on tape les réflexes. Je reprends mon souffle parce que je me suis un peu trop dépêchée. Alors, donc, vous avez tous votre fiche ou il y en a qui en ont pas? Toi, tu l'as pas? Eh ben, on demandera. Ça te dérange pas de suivre avec une de tes voisines? On t'en demandera une à la fin. Ok, alors, parfait. Est-ce qu'il y a un réflexe que vous pouvez me citer, un truc que on vous a fait plein de fois chez le médecin, un que vous connaissez? Ouais, le genou, et c'est ce que tu allais dire aussi. Le genou, du coup, ça s'appelle le réflexe rotulien ou le réflexe patellaire. Pourquoi patellaire? Parce que la rotule, le nom latin de la rotule, c'est patella. Donc c'est plus chic de dire réflexe patellaire. Mais c'est la même chose que la rotule. Donc là, vous avez le schéma qui vous montre comment ça marche le réflexe rotulien. Donc là, vous avez un marteau qui est un peu plus joli que le mien, mais en fait, c'est exactement la même chose. On tape au niveau, là, au niveau du tendon. Ça, c'est le muscle, et le muscle, il s'insère sur un os, et c'est un tendon. On tape là. Il y a un nerf qui va aller jusqu'à la moelle, donc ça, c'est la moelle. Et tout de suite, ça va donner l'information au muscle de se contracter. Et donc, ça se contracte, hop, la jambe, elle se lève. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le réflexe, c'est un processus qui passe pas par le cerveau. Vous ne pouvez pas empêcher un réflexe, ça passe que par la moelle. Et c'est ce qui permet du coup en fait de tester tout ce trajet-là, que ces nerfs-là, ils fonctionnent bien. Ça teste pas le cerveau, mais quand on fait ça, bah, ça veut dire que tout ce trajet-là, tous les éléments de ce trajet-là, ça fonctionne bien. Ok? Donc, on a parlé du réflexe rotulien. On va en prendre un autre. Lequel on peut faire? Bah, un réflexe rigolo, mais qu'il ne faut pas qu'on fasse ici parce que vous allez vous blesser, c'est le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, c'est que quand quelqu'un vient vous toucher la cornée, vous allez cligner des yeux. C'est pas possible de ne pas cligner des yeux, c'est un réflexe. Alors après, effectivement, si vous vous concentrez, ceux qui mettent des lentilles, on sait que c'est possible de mettre une lentille de contact dans son œil, mais le réflexe automatique, il y a quelqu'un qui va approcher un truc de votre cornée, vous allez cligner des yeux. Vous le contrôlez pas, c'est pas possible. Ok? Donc on ne va pas le faire aujourd'hui, ne le faites pas s'il vous plaît, je ne veux pas te blesser, mais c'est un réflexe. Donc sur la première page, on a aussi le réflexe bicipital. Ça, le réflexe bicipital, en fait, ce que vous pouvez faire, mais c'est pas toujours si simple à faire, hein. Donc, c'est écrit: assieds-toi, demande à un ami de tapoter le creux à l'avant de ton coude avec 2 doigts. Donc en fait, vous mettez un peu les doigts sur votre tendon. Le tendon, quand vous avez votre bras comme ça, faites-le tous. Il y a un truc tout dur au milieu. Vous le sentez? Et bien ça, c'est votre tendon. Donc par exemple, tu vas prendre ça et tu vas essayer, on va essayer, hein, je vous garantis rien, mais tu vas taper sur mes doigts. Non, les doigts là. Ouais. Alors il faut plutôt y aller comme ça. Vas-y Franco. En médecine, il faut y aller Franco. Est-ce que tu as vu ma main qui a bougé? Ouais. On refait. Alors, ça marche pas toujours si bien à tous les coups, mais ce qui s'est passé, mais je peux pas vraiment me le faire toute seule parce qu'il faut que le bras il soit un peu au repos, mais en gros, quand on tape là, ça fait un peu contracter, bouger ma main comme ça. Enfin, c'est pas si simple à voir, mais vous avez vu ou pas? Regardez bien ma main. Et en fait, c'est pas juste l'onde de choc, c'est le muscle qui s'est contracté. Vous pouvez essayer sur vous, vous pouvez... Tiens, je vous fais passer ça, mais rendez-le-moi parce qu'il n'est pas à moi. Il faut que je le rende après. Et donc ça, c'est le principe, c'est qu'on tape sur le tendon, ça va jusqu'à la moelle, ça revient, et ça fait contracter un muscle particulier. Et avec ça, bon bah là on a testé, je suis contente, mon arc réflexe de mon réflexe bicipital fonctionne bien. C'est rassurant, c'est chouette. Est-ce que vous voulez qu'on teste un autre réflexe? Est-ce qu'il y en a un qui vous fait envie?
C'est tous ceux qui ont sur ta fiche là. En pratique, je vous avoue qu'on ne teste pas tous ces réflexes-là. On le teste si on a un intérêt particulier à vérifier cet arc réflexe-là. Mais dans la vraie vie, on ne va pas faire tous les réflexes des gens, ça ne nous sert pas à grand-chose. Tu avais une question? Réflexe naso-palpébral, système de pause. Le réflexe nasopalpébral, donc, c'est... Tu pourras pas t'empêcher normalement, en touchant la racine de ton nez, de cligner des yeux. Moi, j'avoue que ça marche pas toujours avec moi, mais normalement, si tu touches un peu la racine de ton nez, mais là, je me suis concentrée, donc ça marche pas bien, mais normalement, tu clignes des yeux. C'est plutôt quand quelqu'un d'autre le touche. Bah oui, il faut pas que ce soit toi qui sache que ça va arriver, parce que du coup, ça marche pas. Mais tu as raison, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, du coup. Mais il y a certains réflexes, je vous dis, c'est pas toujours, bon là c'est beau, on sait où taper, il y a le bel arc réflexe machin. Des fois, c'est pas si simple à faire. Rien que là, le bicipital, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Enfin, c'est de l'entraînement et c'est pour ça qu'il faut, il faut s'entraîner et puis le voir faire, plein de fois pour y arriver correctement. OK, est-ce que vous avez des questions sur tout ça, les réflexes? Ouais, dis-moi. Moi, je sais quand je regarde sur vidéo, Ouais. ils sont pas si bons. Alors, c'est pas le même sens de mot que réflexe, genre, instinct. C'est pas, c'est peut-être ça que tu es en train de me dire, ça veut dire que, genre, si on te lance un truc, tu vas avoir moins de réflexes pour l'attraper. C'est pas du tout la même non, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment dans le sens arc réflexe qui implique un trajet nerveux qui passe par la moelle et qui revient. Ça n'a rien à voir avec- Ça n'a rien à voir. Les réflexes de, éviter un piéton qui, arrive déboule d'un coup sur la route, en voiture, c'est pas du tout la même chose. Mais il ne faut pas conduire bourré d'ailleurs, on est tous d'accord là-dessus. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous faites passer le petit marteau, vous me le volez pas? C'est bien. OK, donc quelle heure est-il? C'est bien. On va parler de pathologies un peu, courantes en neurologie, malheureusement parce que, le problème c'est que c'est des maladies qui peuvent être graves. La première pathologie, c'est l'AVC. AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un AVC et qui voudrait nous l'expliquer? Ouais? C'est quand il y a une des veines du cerveau qui se rompt. Ouais. Du coup, il y a du sang qui s'écoule dans le cerveau. Alors, ça peut être ça effectivement. Quand c'est une enfin oui, ça peut être une veine, c'est souvent plutôt une artère. Pour vous, concrètement, là, ça change pas grand-chose et donc effectivement, quand tu as un vaisseau artère ou veine qui se rompt et qui saigne dans le cerveau, c'est un AVC qu'on appelle hémorragique. Il y a un autre type d'AVC que celui-là. Alors l'AIT, c'est encore autre chose. Donc je vais vous l'expliquer juste après. Ouais, le deuxième type d'AVC? C'est l'ischémique, c'est quand l'artère est bouchée C'est exactement ça. et que les nerfs, que le reste Ouais, ne reçoit plus d'oxygène. c'est exactement ça. C'est le cerveau, il est vascularisé. Donc quand on dit vascularisé, c'est qu'on parle de l'apport en sang. Donc les vaisseaux, les artères ou les veines. Le cerveau, il est vascularisé par un réseau qu'on connaît plutôt bien. C'est assez précis. Une artère qui va vasculariser telle et telle partie du cerveau, une artère qui va vasculariser par exemple l'arrière du cerveau, etc. Et donc ça, on le sait. Et donc quand il y a effectivement un caillot, c'est quelque chose qui se balade dans le sang et qui est plus ou moins gros. Et quand ça atteint une artère plus petite que son diamètre à lui, ça se bouche. Et du coup, ça empêche le sang de continuer à circuler. Dans le sang, on l'a dit, il y a l'oxygène, donc ça arrête l'oxygénation du tissu qu'il y a derrière. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est ce qui nous... Enfin, les symptômes que va présenter le patient, ça peut nous permettre, sans examen d'imagerie, de savoir quel est le vaisseau qui est en jeu, dans le cas d'un AVC ischémique. Par exemple, le lobe occipital dont on parlait, qui contrôle la vue, c'est une artère particulière qui s'en occupe. Si le patient il a des symptômes, c'est souvent assez brutal, il a un problème de vision, il voit plus d'un œil, enfin parfois c'est un petit peu plus subtil que ça, mais qui a un problème et que par exemple c'est que l'œil gauche, eh ben, c'est très probablement l'artère du lobe occipital droit, parce que c'est souvent inversé, je vous avais dit dans le cerveau, qui a un problème.
Bien sûr, on va pas s'amuser à dire, «C'est bon, je sais que c'est ça», on va forcément l'envoyer à l'IRM, mais ça nous donne une information. Ouais. Est-ce qu'on peut éviter les caillots dans les veines et les réseaux? Alors, on peut éviter les caillots, c'est pareil que pour les caillots dans le cœur qui font les infarctus. En fait, c'est la prévention cardiovasculaire. Donc, c'est quoi? C'est pas fumer, c'est faire du sport, c'est éviter trop gras, trop sucré, trop salé, pas avoir de cholestérol. C'est tout ça, ça permet d'éviter d'avoir des caillots. Il y a des gens qui seront malgré tout, qui auront des caillots. On saura même pas forcément pourquoi. Ce sera des grands sportifs, qui ont jamais touché une cigarette de leur vie, voilà. Mais malgré tout, c'est des gens qui feront quand même un AVC ischémique et on saura jamais pourquoi. Mais effectivement, la bonne hygiène de vie, tout ça, c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des caillots. Donc, on a parlé l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique et c'est ce que je vous disais, selon les signes cliniques qu'ont les patients, ça permet d'orienter parfois, on sait, on se doute de quel vaisseau est concerné. Ouais. Aussi encore à propos de ça, à cause des caillots, on dit que si les symptômes ont duré moins de 4 heures, on peut aussi faire la thrombolyse et ensuite ça Ouais, revient. exactement. La durée d'apparition des symptômes est importante parce que plus c'est récent, plus on a un arsenal thérapeutique important à proposer. La thrombolyse, c'est ce que tu disais. Thrombolyse, c'est un mot pour dire la lyse du thrombus. Thrombus, c'est encore un mot savant pour dire caillot. Et la lyse, ça veut dire rompre. Thrombolyse, rompre le caillot. On injecte un produit qui est assez costaud et qui va aller, pardon, qui va aller au niveau du caillot pour essayer de le rompre et de rétablir le flux sanguin dans la partie du cerveau. Il y a aussi ce qu'on appelle la thrombectomie. Vous vous rappelez, appendicectomie, on enlève l'appendice, thrombectomie, on enlève le thrombus, on enlève le caillot. Et ça, c'est par exemple les radiologues interventionnels qui peuvent le faire. C'est pas forcément les neurochirurgiens. Ils passent des cathéters, donc des grands tubes dans les vaisseaux, les par là ou par là. Ils remontent, ils remontent, ils remontent jusqu'à l'endroit où il y a le thrombus et ils le retirent. Alors j'avoue, je sais pas exactement comment ils font parce que c'est pas mon métier, mais ils peuvent aller carrément dans le vaisseau pour le retirer. Et tout ça dépend de la durée des symptômes. Donc quand on suspecte que quelqu'un fasse un AVC, c'est hyper important d'essayer de savoir l'heure de début des symptômes, le plus précis possible. Et c'est, alors à la minute, on ne va pas récuser quelqu'un parce que c'est une minute trop tard, mais c'est presque à la minute quand même. Oui. Et est-ce que les symptômes, si on a des symptômes au début, par exemple, on est paralysé d'un côté, est-ce que ça part ensuite? Alors tout dépend du temps qu'on a mis à intervenir, justement. Plus on intervient vite, moins la durée de temps où le cerveau il n'est pas oxygéné, où la partie du cerveau n'est pas oxygénée est longue. Et donc, plus on donne de chance au patient de récupérer. Plus le cerveau reste longtemps sans oxygène, moins il a de chances de récupérer derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir au plus vite. Et pour que le patient puisse récupérer, donc il y a cette notion-là, et il y a aussi la rééducation. Parfois, il y a des patients qui sont complètement paralysés et le cerveau, c'est quand même une belle machinerie parce que parfois, il y a des nouvelles connexions qui peuvent se refaire. Pas forcément tout récupérer, mais avec la rééducation, on réentraîne le cerveau à recréer des nouvelles connexions et à refaire marcher une partie qui ne fonctionnait plus. La partie du cerveau qui est morte, entre guillemets, elle récupère pas. Par contre, ce qui récupère, c'est le reste du cerveau qui prend le relais en fait à sa place. Ok? Je vous en prie. Donc ça, on en a parlé. Donc les symptômes d'un AVC, bah, vous l'avez compris, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Oui, J'ai une question sur les connexions, et toujours pour compris. Oui. Quand on dit connexion, c'est que les connexions existent mais ne sont pas actives, ou on fait vraiment des nouvelles. On fait vraiment des nouvelles connexions. C'est des cellules qui se multiplient et qui font des nouvelles connexions. C'est une technique, ouais. Certaines cellules des neurones se multiplient. Ouais. Toutes les cellules qui composent les neurones ne se multiplient pas, mais certaines d'entre elles se multiplient. Ouais. Ok. Donc, les symptômes des AVC, ouais. Comment le tabac il peut favoriser l'apparition d'un caillot? Comment le tabac favorise l'apparition d'un caillot? Le tabac, ça abîme les vaisseaux. Bon, ça aussi, tout ce que vous savez, le poumon, la respiration, cancer du poumon, etc. Mais ça a aussi une action, alors te dire exactement comment, je ne sais pas, mais le tabac, ça abîme la qualité de tes vaisseaux. Et un vaisseau qui est abîmé, c'est un vaisseau qui va avoir une paroi fragile
Et quand la paroi d'un vaisseau est fragile, elle peut un peu se dédoubler, si vous voulez. Et dans ce dédoublement, c'est là qu'il va se former un caillot. Donc, on a peut-être tous là des micro-caillots dans nos vaisseaux, enfin pas vous parce que vous êtes jeunes, mais moi peut-être un peu plus que vous. Et c'est pas grave, un caillot qui est comme ça, on s'en fiche. Ce qui est plus grave, c'est quand la paroi de ce vaisseau se rompt, qu'elle est encore plus fragilisée, et là le caillot il se libère dans le. Mais ça, à cause du tabac, il faut quand même fumer pas mal. Enfin, c'est pas la raison pour laquelle les jeunes personnes font des accidents vasculaires cérébrales. C'est vraiment les gens qui, très souvent, ils ont eu d'autres problèmes avant, ils ont fait un infarctus, ils ont les vaisseaux des jambes fragiles, enfin c'est un tout, tu vois. Mais enfin, j'ai répondu à ta question ou pas? Ouais? OK, donc comme je vous disais, les symptômes d'un AVC, c'est ça qui parfois est difficile. Alors parfois, c'est assez classique, c'est la moitié du corps qui bouge plus. Bon, bah ça, même un peu on voit ça dans les séries, on se doute un peu de ce que c'est. Parfois, c'est plus subtil que ça. Parfois, c'est quelqu'un qui a des difficultés à articuler. Parfois, c'est quelqu'un qui va plus comprendre ce que vous dites. Lui, il parle normalement, mais la zone de son cerveau qui comprend ce que vous dites, ça fonctionne plus. Donc, c'est hyper angoissant et la personne ne comprend plus ce que vous lui dites. Parfois, ça peut être juste la main qui bouge un peu moins bien. C'est pas forcément l'ensemble du corps. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, ça peut être en fait tout et n'importe quoi. On a vu que le système nerveux, ça s'occupait de tout. Donc quand le système nerveux central est touché, ben, ça peut faire énormément de symptômes différents. Voilà, donc on a même parlé du traitement de l'AVC, donc c'est bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Non, c'est bon? Alors, une autre. Oui. Pourquoi il y a certains AVC qui sont plus, qui laissent plus de séquelles que d'autres? Alors, ça peut être parce que le vaisseau sanguin qui a été touché, c'est un vaisseau sanguin qui irriguait une grosse partie du cerveau. Donc là, s'il y a une grosse partie du cerveau qui a été impactée, ça peut être plus dur de récupérer. Ça peut être aussi parce que ça n'a pas été pris en charge à temps. Donc même si c'est pas une énorme partie du cerveau, comme je disais, plus c'est plus longtemps on laisse le cerveau sans oxygène, moins on laisse de chances de récupérer. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être plus grave, plus dur à récupérer et ça dépend de la zone du cerveau aussi. Parce que l'AVC qui va toucher la zone de la vision va pas avoir la même conséquence que celui qui touche tout ton corps gauche, tu vois. Donc ça dépend de pas mal de choses. Ok, deuxième catégorie de pathologies neurologiques assez fréquentes, c'est les maladies neurodégénératives. Encore une fois, ça fait un peu pompeux. Là, c'est du français, neurodégénérative. La dégénération, c'est quand quelque chose fonctionne bien au début et puis qu'après, ça s'altère un peu. Donc, c'est des maladies où une partie ou plusieurs parties du système nerveux s'altèrent et finit par moins bien fonctionner. Deux exemples. On a la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, là, vous avez un peu les 10 signes. Alors, comme vous le savez, c'est souvent chez les personnes âgées. C'est des personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire, qui ont plus de mal à réaliser les activités de la vie courante, qui vont plus trop savoir quel jour on est, qui vont plus trop savoir rentrer chez elles. Elles sont allées faire les courses, mais en fait, 2 heures après, elles sont toujours dans la rue parce que, ben, elles trouvent plus chez elles. C'est des gens qui peuvent aussi avoir, des difficultés pour reconnaître les objets ou les personnes. Enfin, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est hyper fréquent, donc c'est assez connu, on sait à quoi ça ressemble. Et c'est une maladie neurodégénérative, c'est notamment une partie dans le cortex temporal, donc vous vous rappelez ou pas, mais le lobe temporal, c'est une partie qui est plutôt vers le bas du cerveau. À l'intérieur de ce lobe temporal, on a une petite partie qui gère notamment la mémoire. Et on sait que chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est une partie qui devient plus petite. On ne sait pas encore exactement pourquoi, et comme on ne sait pas pourquoi, bah, c'est difficile de traiter correctement, mais on sait au moins ce qui se passe. Et c'est ça aussi qui est intéressant en médecine, c'est que ben, on ne sait pas tout, on ne saura jamais tout d'ailleurs, mais il y a plein de recherches qui est possible, et même vous arrivez jeune dans le truc, mais en fait, si la recherche ça vous intéresse et qu'il y a justement des pathologies comme ça qui vous ont touché personnellement ou juste qui vous touchent, et bah, vous pouvez vous dire bah moi je vais essayer de trouver. Et c'est en fait c'est accessible à tout le monde de faire de la recherche, donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que la maladie d'Alzheimer, bah, on ne sait pas la traiter, on ne sait pas la prévenir. Donc ça, c'est pas,
c'est pas vraiment la grande fierté de la neurologie. Une troisième maladie, c'est... Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Ouais. Ouais, et est-ce que tu sais quelle maladie il a? AV, il est décédé d'ailleurs, non? Oui, Ouais. Comment? Non, c'est pas Parkinson. En tout cas, il peut plus bouger. Ouais, dis-moi. il avait une sclérose. Ouais. Ouais, c'est le premier mot de la maladie, c'est la sclérose latérale amyotrophique. La SLA, ça s'appelle aussi la maladie de Charcot. Donc en fait, ça, c'est une maladie qui provoque la dégénérescence des nerfs moteurs. Donc, comme je vous ai dit, quand tu as une partie du circuit qui ne fonctionne pas, le reste ne va pas fonctionner non plus. Donc, si le nerf moteur ne fonctionne plus, même si le muscle au bout, il n'a aucun problème, s'il n'est plus innervé par le nerf, ça ne va pas fonctionner. Donc, en fait, progressivement, c'est des gens qui vont déjà plus pouvoir utiliser leurs muscles et les muscles, ils vont s'atrophier. Quand on n'utilise pas un muscle, il s'atrophie. Quand vous sortirez de la P1, vous serez atrophié, vous verrez. Vous n'aurez pas de muscles comme vous aviez avant. Puis vous les récupérerez après. Mais c'est quand on n'utilise pas un muscle, et ben on s'atrophie et puis ça devient un peu du gras, on grossit. Enfin voilà. Là, dans le cas là, le muscle s'atrophie, mais parce que le nerf ne fonctionne plus. L'exemple de la P1, c'était une blague pour vous dire que vous ne ferez pas de sport. Hein. C'est juste ça, vous ne stressez pas. Et donc du coup, malheureusement, la sclérose latérale amyotrophique, on ne sait pas la soigner non plus. Et l'évolution... alors, ce monsieur, pour le coup, il a vécu très longtemps, mais ce n'est pas le cas de tous les malades. Et il y a des malades qui, malheureusement, décèdent très jeunes de cette maladie-là. C'est pas une note très sympathique pour finir ce cours, mais maintenant, c'est à vous. Ouais, dis-moi. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, il y a des traitements pour améliorer le confort, donc c'est des soins palliatifs en fait, des soins de confort, mais il n'y a pas de traitement pour ralentir la progression de la maladie ou pour l'empêcher. Donc ça pareil, c'est un champ de recherche qui est hyper important parce que ça touche plein de gens et le jour où il y a quelqu'un qui trouvera un remède contre la maladie de Charcot, je pense que ce sera quelqu'un qui... En tout cas, on l'attend celui-là, parce que c'est important. Ok, donc, ne vous stressez pas de tout ce que je vous ai dit. C'est pas parce que vous avez l'impression que votre main droite est moins forte que votre main gauche que vous faites un AVC, d'accord? On se déstresse, on enlève tout ça de sa tête. Vous ne faites pas d'AVC, vous n'avez pas la maladie de Charcot, vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer et tout va bien, d'accord? On repart, plus motivé que jamais, et on va faire des cas cliniques. Donc on va faire un cas clinique comme si vous étiez un étudiant en médecine. Donc bien sûr, moi je vais vous aider, je ne m'attends pas à ce que vous me répondiez tout comme ça de but en blanc. C'est des choses assez simples. En fait, je vais vous montrer un cas clinique, donc vous allez voir à quoi ça ressemble, et on va regarder ensemble et vous me direz à votre avis quelles sont les informations dans ce cas clinique-là qui va nous permettre d'aboutir à un diagnostic ou au moins à plusieurs diagnostics, à une idée, une orientation diagnostique. Donc, le premier cas clinique, est-ce qu'il y en a un qui veut le lire? Vas-y. Madame B, 24 ans, consulte pour des céphalées occasionnelles très invalidantes. Pause. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une céphalée? Ouais, dis-moi. Ouais, mal de tête. Encore une fois, un très joli mot pour dire mal de tête. Ok, on reprend. Étudiante en médecine, vit en appartement de colocation, asthme, amygdalectomie dans l'enfance, pas d'antécédents familiaux particuliers, prend du Doliprane occasionnellement lors des céphalées, efficace partiellement. Ah ok, pause. Donc là, vous voyez, tout ce que je vous ai mis, c'est ce qui correspond aux questions qu'on se posait. Habitus, mode de vie. Ok, donc elle a 24 ans, elle est étudiante en médecine, elle vit dans un appartement en coloc. Antécédents médicaux, elle a de l'asthme. Antécédents chirurgicaux, elle a été opérée des amygdales quand elle était enfant. Au niveau de la famille, il n'y a rien de particulier. Et au niveau des traitements, elle prend du Doliprane de temps en temps quand elle a mal à la tête et c'est la raison pour laquelle elle vient vous voir. Vous savez ce que ça veut dire, invalidant? C'est très embêtant, quoi. C'est quelque chose qui est... Elle consulte parce que vraiment, ça l'empêche de vivre sa vie quotidienne. Ok, donc ça, c'est la partie jusqu'à traitement en cours. Maintenant, ça, c'est l'histoire de la maladie. Ça, c'est pas l'histoire qu'elle va vous raconter d'elle-même. Elle va vous dire « j'ai mal à la tête ». Ça, c'est les questions que vous lui aurez posées et qui vous permettront de décrire tout ça. Donc vas-y, reprends. Douleur de la moitié du crâne,
pulsatile, à début progressif, d'intensité progressivement croissante, douleur accompagnée de nausées, photophobie et phonophobie, nécessité de s'isoler dans le calme et le noir. Donc vous voyez, ça c'est clairement pas le discours d'un patient, c'est plus chic, ça fait plus médical. Ça c'est vous qui aurez retranscrit son discours comme ça. Elle va vous dire, des fois j'ai super mal à la tête, ça tape dans mon crâne comme ça, quand ça arrive j'ai envie de vomir et je peux plus rester dans le bruit, je peux plus rester dans la lumière, c'est pas possible, je vais me mettre en boule dans mon lit parce que sinon c'est encore pire. Et là, ça, vous le traduisez par un joli discours. Vous lui posez la question, c'est plutôt où dans le crâne? Elle vous dit, c'est plutôt la moitié du crâne. Pulsatile, c'est le mot pour dire que ça tape comme ça, comme des pulsations. À début progressif, c'est pas à 10h01, il se passe rien, et à 10h02, elle a hyper mal. Ça arrive quand même un petit peu progressivement. D'intensité progressivement croissante, ça veut dire que c'est de pire en pire. Ça augmente tout doucement, mais ça va jamais mieux, en tout cas au plus fort de la crise. Elle vous a dit: «J'ai envie de vomir», bah, le mot un peu chic, c'est nausée. Elles sont accompagnées de nausées. Et il faut absolument que j'aille me mettre en boule dans ma chambre dans le noir parce que je supporte plus la lumière et le bruit. Ça s'appelle photophobie et phonophobie. Phobie, bah, vous voyez, bon, c'est pas dans le sens phobie, peur, c'est dans le sens médical du terme, ça veut dire qu'on ne supporte pas. Photo, c'est la lumière et phono, c'est le son. Photophobie, on supporte plus la lumière. Phonophobie, on supporte plus le son. Toujours des mots un peu chic, etc. Mais ça, c'est des mots auxquels on s'habitue après. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a permis de retirer comme information de l'interrogatoire. Et je vous le dis que l'examen clinique neurologique, il est complètement normal. Il n'y a pas d'anomalie, tout l'examen qu'on a fait est normal. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, Les migraines. exactement, c'est des migraines. Ça, pour les gens qui n'ont jamais eu une migraine ou qui n'ont pas de gens migraineux dans leur famille, vous ne pouvez pas l'inventer. Une migraine, en fait, bah, ça se présente typiquement comme ça. C'est une douleur, là j'ai écrit de la moitié du crâne, mais le mot encore plus chic, c'est hémicrânienne. C'est des douleurs hémicrâniennes, pulsatiles, qui commencent progressivement, qui vont de pire en pire. Il y a des nausées, photophobie, phonophobie. Et ça, c'est une migraine. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un diagnostic clinique en neurologie. On n'a pas besoin de faire une IRM, on n'a pas besoin de faire une autre consultation ou quoi. On a coché notre liste de critères et on peut dire, Madame B, vous avez des migraines. Je vais vous prescrire le traitement des migraines. Et voilà, et là, bah, Madame B, elle est contente. En plus, elle est étudiante en médecine, elle a appris des trucs, c'est cool. Enfin, elle est censée le savoir à 24 ans, mais elle va aller mieux, quoi. Ok? Ça va, vous voyez, c'est ça, en fait, un cas clinique. On se dit que c'est compliqué, mais en fait, bah, c'est pas forcément compliqué. Mais par exemple, là, l'amydalectomie dans son enfance, on s'en fout, quoi. Mais il faut le savoir quand même. Ok, quelqu'un d'autre pour lire le numéro 2? Vas-y. Monsieur R, 65 ans, consulte pour des difficultés à parler. Commercial, marié, 3 enfants, vit avec son épouse dans une maison à étage. Tabagisme. Actif, alcool occasionnel, pas de toxique. Diabète, obésité, hypertension artérielle, Hypercholestérolémie. Encore un beau mot, hein? fracture fémorale en 1987, AVP, prothèse de hanche gauche en 2017, antécédent de tumeur cérébrale chez son père. Laisse tomber les traitements, c'est pas grave. Ok, alors on va faire une petite pause. Donc, un monsieur de 65 ans qui consulte pour des difficultés à parler. Donc, on sait son mode de vie. C'est un commercial, c'est un bon vivant, il profite de la vie. Tabagisme actif, ça veut dire qu'il fume. Si c'était sevré, tabagisme sevré, ça voudrait dire qu'il a fumé mais qu'il a arrêté de fumer. Là, donc actif, ça veut dire qu'il fume toujours. Alcool occasionnel, bon bah la petite coupette aux grandes occasions, quoi. Pas d'autres toxiques, parce que des fois il faut penser aux drogues. C'est ce que je vous disais, on n'est pas là pour juger les gens, mais on est là pour comprendre ce qui leur arrive. Donc si Monsieur R, il aime bien faire des fêtes un peu plus corsées des fois, bah ça peut être intéressant de le savoir. Ses antécédents, diabète, vous savez peut-être pas, le diabète c'est une anomalie de régulation du sucre dans le sang. L'obésité, ça vous savez ce que c'est, et c'est un antécédent médical, c'est pas pour se moquer de lui, pour dire qu'il est gros, non, c'est un antécédent médical, il est obèse, ça compte. Hypertension artérielle, ça veut dire que
Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, bref, prenez-le comme ça, hypertension artérielle. Et hypercholestérolémie, ça veut dire qu'il a trop de gras dans le sang. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires. C'est ce qu'on disait justement, l'histoire des facteurs qui abîment les vaisseaux, qui peuvent faire des caillots, qui peuvent faire des choses comme ça. Tout ça, le sucre dans le sang, le gras dans le sang, le fait d'avoir une hypertension artérielle, d'être obèse, ça c'est un bon client pour faire un problème cardiovasculaire. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On apprend aussi qu'il a eu une fracture du fémur en 97. AVP, ça veut dire accident de la voie publique. Il s'est peut-être fait renverser, on ne sait pas, mais il a eu ça. Et il a aussi une prothèse de hanche gauche il n'y a pas très longtemps. On apprend aussi que son papa a eu une tumeur cérébrale. Et au niveau des traitements, le premier c'est un traitement pour la tension, le deuxième pour le cholestérol, et le troisième c'est pour le diabète. Donc il ne prend pas tant de traitements que ça, il prend les traitements pour les maladies qu'il a. Ok, on reprend. Apparition brutale d'une dysphasie, difficulté à parler depuis 2 heures. Alors, pause. Donc là, nouveau mot. Dysphasie. C'est le mot chic pour dire difficulté à parler. Dys, vous savez, c'est comme dyslexique, dyspraxique. Dys, ça veut dire quelque chose dont le fonctionnement est altéré. Et phasie, la phasie, c'est le fait de parler. Donc dysphasie, problème pour parler. Et donc, ça fait 2 heures. Genre, il est 14h30 et depuis qu'il déjeunait avec sa femme à 12h30, c'est apparu comme ça et brutalement, ça c'est important, c'est apparu d'un coup. Donc ça, c'est ce qu'il vous raconte et c'est, par exemple, le coup de 12h30, ça, il va pas vous le dire forcément. C'est vous qui allez chercher l'information. Depuis combien de temps c'est là? Donc à l'interrogatoire, c'est ce qu'on a extrait et ensuite on va l'examiner parce que on peut pas juste dire oui, bon, ça va passer. Non, on examine le patient et donc qu'est-ce qu'on trouve à l'examen clinique? Examen clinique, déficit moteur du bras gauche et de la jambe gauche. Hémiparésie, ça veut dire... Donc parésie, je vous ai dit, c'est le stade moins fort de la paralysie. Ça veut dire que ça bouge moins bien, mais c'est pas complètement éteint. Hémi, ça veut dire la moitié. Donc en fait, il a une hémiparésie gauche, le bras gauche et la jambe gauche. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le visage, c'est encore quelque chose à part parce que ça fonctionne différemment, mais le bras, la jambe, si ça fonctionne moins bien, ça se dit une hémiparésie gauche. Donc, on a toutes ces informations-là. Qu'est-ce qu'on suspecte en premier? Alors, quelqu'un que j'ai pas trop entendu veut se lancer? Non? Est-ce que vous voulez le dire tous ensemble si vous avez une idée? Allez-y, 1, 2, 3. Oui, AVC, c'est très bien. On suspecte un AVC. Ce qui aurait... Oui. Après, est-ce que ça peut être aussi pathologique parce que son père avait des tumeurs cérébrales? Alors, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, en médecine, il faut toujours éliminer l'urgence en premier. Il faut toujours penser au truc le plus grave, éliminer le truc le plus grave. Une fois que c'est pas ça, on réfléchit plus calmement et on voit. Ça peut être encore un peu plus compliqué que ça. La tumeur cérébrale pourrait être à l'origine de l'AVC. C'est pas parce que son père a une tumeur cérébrale qu'il va avoir une tumeur cérébrale. Il a déjà 65 ans. Les trucs héréditaires, ça arrive plutôt quand on est jeune. Donc, son papa, il est probablement décédé depuis un certain temps. Tout n'est pas héréditaire. C'est pas parce que vos parents ou vos grands-parents ont fait quelque chose que vous allez faire la même chose. Les tumeurs cérébrales, notamment, c'est pas beaucoup héréditaire. Mais c'est important de le savoir. Et peut-être que si monsieur R, il a vraiment pas de chance, c'est sa tumeur qui a saigné. Donc c'est un AVC hémorragique, mais la cause, c'est pas un vaisseau qui a pété, la cause, c'est sa tumeur qui a saigné. En fait, il y a beaucoup de choses différentes. Mais là, vous, comme ça, en fait, on s'en fout même de savoir si c'est sa tumeur ou un vaisseau, c'est un AVC. Donc, on enclenche la démarche qu'il faut faire quand il y a un AVC. Donc, là, tout dépend où le monsieur il est. Si c'est aux urgences, on l'envoie tout de suite faire une imagerie cérébrale, on appelle le neurologue, etc. Tout dépend d'où on est. Si on est au cabinet, on appelle le 15 parce qu'il faut qu'il aille tout de suite à l'hôpital, enfin le 15 en France en tout cas. Donc, tout dépend d'où on est, mais la première chose à éliminer, c'est l'AVC. Il ne faut pas commencer à dire, alors oui, peut-être que c'est une tumeur cérébrale, donc machin, c'est peut-être ça, mais en fait, là, tout de suite, ce qu'il faut vérifier, c'est que ce n'est pas un AVC qu'on peut traiter. Ok? Et le monsieur, avec son tabagisme, son diabète, son hypertension, son hypercholestérolémie, c'est plutôt probablement qu'il a abîmé l'état de ses vaisseaux et que c'est un AVC classique, entre guillemets. D'accord? C'était pour vous montrer avec cet exemple-là que parfois il y a plusieurs causes pour le même problème, la même pathologie, mais que l'urgence, c'est de traiter ce truc-là. Et la cause, on verra après. Ok? Allez, un dernier effort.
pour un dernier cas clinique qui est un petit peu moins dramatique. Alors, qui veut le lire? Moi, j'en ai marre de parler. Vas-y. Monsieur R, 37 ans, consulte pour des douleurs abdominales, employé de mairie, célibataire, un enfant, 12 ans, allergie, pénicilline, asthme, Appendicectomie. pas d'antécédent familial, mais gastro-entérite récent chez son fils, pas de traitement. Ok, pause. Donc, un gentil employé de mairie qui vient nous voir. On apprend qu'il est allergique à la pénicilline. La pénicilline, c'est un antibiotique. C'est une grande famille d'antibiotiques. Il est asthmatique, il a plus d'appendice. Il n'y a pas d'antécédent particulier, mais son fils, il a la gastro. Il a 12 ans, il va à l'école, il a ramené la gastro, ça arrive. Et il ne prend pas de traitement particulier. Ok, donc, on reprend. Depuis la veille au soir, douleur abdominale assez intense, diarrhée, peu de début. Attends, on va faire une pause avant l'histoire du pot de départ. Déjà, l'histoire des diarrhées, vous voyez, au début, il ne vous l'avait pas dit. Il vient, il a hyper mal au ventre, et donc du coup, c'est là où il faut aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez envie de vomir en même temps? Est-ce que votre transit, il est normal? Est-ce que vous êtes plutôt constipé? Est-ce qu'il y a des diarrhées? Ah bah oui, oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai que... Alors là, les gens, ils adorent parler de leur transit, hein, vous verrez, on ne sait pas pourquoi, mais ils adorent parler de leur transit. Donc il va vous détailler en long, en large et en travers comment son transit, il est d'habitude et comment il est maintenant. Bah, il faut l'écouter, c'est comme ça. Et donc du coup, une information en plus, il se trouve qu'effectivement, en plus des douleurs abdominales, il a eu des épisodes de diarrhée. Et on va encore pousser un petit peu l'interrogatoire pour dire, d'accord, donc c'est depuis hier soir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avant, pendant, après? Et donc, que s'est-il passé? Peu de départ, le midi pour ses collègues de travail, symptômes identiques chez d'autres collègues de bureau. D'accord. Donc, en fait, c'est pas le seul à avoir ça, il y a aussi ses collègues. Donc le midi, c'était pot de départ de Sylviane des Passeports. Donc ils ont tous bu, mangé la même chose. Le soir même, lui, il a eu mal. Et puis au boulot aujourd'hui, il y avait 3 collègues en arrêt parce que ils avaient pareil que lui. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Toi là-bas, Une intoxication alimentaire. est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Il a mangé la même chose que ses collègues, il a eu mal au ventre très rapidement après. Ça, c'est un critère pour parler de l'intoxication alimentaire, c'est que si c'est 4 jours après, c'est probablement pas une intoxication alimentaire. Il faut vraiment que ce soit dans les 24 heures, quoi. Si c'est plus tard que 24 heures, c'est probablement pas ça. Donc là, c'est dans les 24 heures, donc effectivement, peut-être que c'est une intoxication alimentaire. Mais quoi? Ouais. Mais son fils, il a la gastro. Et donc, il garde son fils, il est en contact avec son fils, il l'a vu à 12 ans, son fils vit très probablement à la maison. Donc, est-ce que c'est une gastro ou est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Eh ben, on ne sait pas. Les deux, il a vraiment pas de chance. Il s'est chopé la gastro et en plus, il a fait une intoxication alimentaire. Ou alors, il a chopé la gastro, il l'a refilé à tous ses collègues. En termes de délai, si on chope la gastro le midi, normalement, on n'a pas des symptômes le soir. Il y a un peu plus d'incubation que ça. Mais donc là, c'est pour vous montrer qu'on ne sait pas. Et on saura probablement jamais. Et monsieur R, ça va passer tout seul, on espère. Enfin, en tout cas, on va lui donner des médicaments pour qu'il arrête d'avoir mal au ventre, pour qu'il arrête d'avoir des diarrhées. Et on lui dira que si dans 3-4 jours c'est pas passé, faut revenir nous voir parce que nos hypothèses diagnostiques qui sont les plus probables, l'intoxication alimentaire et la gastro, si ça passe pas dans 3-4 jours, c'est peut-être encore autre chose. Bon là, ça peut être 1 milliard de trucs, des douleurs abdominales. Ça peut pas être l'appendicite, puisqu'il a plus d'appendice par exemple, mais ça peut être plein de choses. Donc c'est ça, c'est pour vous montrer que, en fait, en médecine, on ne sait pas tout, des fois. On n'est pas des dieux vivants qui pouvons affirmer avec certitude aux gens, vous souffrez de ça et je vais vous sauver la vie. Non, c'est pas ça la médecine, mais c'est orienter les choses et puis et aider les gens de manière générale. Mais voilà, l'exemple là, un peu bébête, c'était pour vous montrer que des fois on ne sait pas et qu'on ne saura pas. Et dans ce cas-là, franchement, c'est pas grave. Si c'est une intox, ça va passer. Si c'est une gastro, ça va passer. Voilà, ça va passer. Il aura eu la diarrhée pendant 3 jours et puis ça va passer. Ok? Bon, c'est pas le cas clinique le plus glamour, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh ben écoutez, je crois qu'il est l'heure de la fin du cours.